Bonsoir à tous. Donc, je pense qu'on peut commencer. Les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux participants d'être venus si nombreux. C'est un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je me permets de résumer rapidement, monsieur Davé, monsieur Lhomme, vos parcours respectifs, mais je vous laisserai bien entendu développer ces différents points lors de votre prise de parole. Donc, vous êtes journaliste d'investigation, grand reporter au Monde. Gérard Davé, vous avez commencé votre carrière au Parisien en 87, avant de rejoindre Le Monde en 2002. Fabrice Lhomme, vous avez été reporter au Parisien, chez François, à l'Express, mais aussi à l'équipe magazine et Mediapart. Alors, le grand public vous connaît surtout comme un duo, comme on peut le voir ce soir, grâce à vos nombreuses enquêtes et ouvrages sur la vie politique française. Il est difficile de résumer tous vos travaux, tant ils sont riches et variés, mais je vais m'y risquer. Donc, depuis 2011, vous êtes en charge de l'investigation au journal Le Monde, où vous vous mesurez à la vie politique française, et je sais que ce n'est pas toujours très facile. Vous publiez deux ouvrages sur le président Nicolas Sarkozy. En 2011, Sarko m'a tué, puis en 2014, Sarko s'est tué. Entre-temps, en 2013, vous vous enquêtez à travers l'ouvrage Friend Corruption sur le député maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany. Vous publiez deux ouvrages sur le président Sarkozy et Balkany, donc vous traitez beaucoup de la droite en France. Puis, bien sûr, sur la gauche avec François Hollande, dans votre ouvrage le plus connu, Un président ne devrait pas dire ça, en 2016. Donc cet ouvrage est un grand succès commercial. Vous avez réalisé des dizaines d'entretiens avec le président de la République à l'époque. Et bien sûr, il a été très critiqué par rapport à des révélations qui ont pu être faites à l'intérieur. Donc François Hollande a été critiqué dans son camp politique pour ces révélations. Depuis, vous avez réalisé de nombreuses autres enquêtes, notamment une avec des gens du CFJ qu'on salue ce soir, car on sait qu'ils sont nombreux, intitulée Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert. Vous avez également travaillé après 2017 sur l'état de la gauche et de la droite en France. Donc en 2019, vous avez publié l'ouvrage La haine, qui retrace l'implosion du Parti Les Républicains et notamment la rivalité qui est d'ailleurs très actuelle entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. Et enfin, en 2020, votre dernier ouvrage, Apocalypse, les années Fillon, revient dans le cadre du procès Penelope Gate sur l'affaire qui a coûté la vie politique à François Fillon et donc qui a été largement médiatisé au début 2020. Et donc, le thème de ce débat est donc le rôle du journaliste d'investigation dans la vie politique française. Depuis 10 ans, vous êtes au cœur de l'appareil politique français à travers vos articles et vos livres. Alors, la presse et les enquêtes des journalistes sont à l'origine de révélations politiques et médiatiques importantes en France. Alors, vos ouvrages, bien sûr, ont été largement relayés lors des campagnes électorales. Donc, je pense bien sûr à votre ouvrage le plus connu, Un président ne devrait pas dire ça, en 2016, qui a en partie empêché François Hollande, il l'a reconnu lui-même, de se représenter en 2017. Bien sûr, on peut aussi penser à d'autres médias qui ont joué un rôle important dans les campagnes électorales. Je pense notamment au Canard enchaîné en 2017 avec le Penelope Gate, bien sûr, mais aussi Le Monde dans l'affaire Benalla en 2018, et aussi Mediapart dans énormément d'affaires. On pourra en revenir également. À l'heure de Twitter, aujourd'hui, on peut se demander légitimement donc, si les médias osent encore mener des enquêtes d'investigation afin de révéler des informations qui sont, moi je pense, utiles pour les Français, car elles font partie du jeu démocratique. Et si cette information en continu que l'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, n'est pas un frein aux sources des journalistes pour mener des enquêtes concrètes et des enquêtes, on va dire, exclusives. Nous avons donc de nombreux thèmes à aborder et je sais que les participants ont beaucoup de questions. On a eu beaucoup de questions au moment des inscriptions. Alors, je tiens à préciser aux participants que si vous avez des questions durant la conférence, vous pouvez lever la main sur Zoom et ensuite activer votre micro. Alors, si vous ne souhaitez pas prendre la parole, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et nous les relayerons. Messieurs, afin de commencer cet échange et afin de vous remercier de partager ce moment avec nous, je laisse la parole à Monsieur Renaud Père, qui dirige Sciences Po Lyon. Et merci à vous donc pour votre présence. Et Monsieur le directeur, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques mots d'introduction. Et avant de remercier nos invités, j'ai envie quand même avant tout de remercier l'association et dire à quel point ce que vous faites depuis, en tout cas, le début de cette rentrée est particulièrement précieux. L'arrivée de Place au débat, je le dis, et c'est vraiment pas de la flagornerie, a permis véritablement de hisser les débats à Sciences Po Lyon à un niveau que je trouve admirable. Il y a d'autres associations qui sont extrêmement importantes. Ce n'est pas une manière de saluer qu'une association, mais je trouve que le travail que vous avez fait et la manière dont vous vous êtes adapté quand même au contexte sanitaire est particulièrement appréciée, précieuse. Il est vrai, on peut le dire quand même, que le contexte fait, et notamment ce type de webinaire ou de conférence, finalement, permet d'avoir peut-être un peu plus de public aussi. Et il ne faut pas non plus le mésestimer, mais en tout cas, bravo à tout le travail qui est fait par l'association, et donc un grand merci à vous.
Bien sûr, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous accueillir, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Mais tout a été dit déjà par Tom, c'est de dire à quel point aujourd'hui le journalisme d'investigation fait partie non seulement de notre paysage, mais aussi de la vie politique, étant entendu qu'en plus, vous avez un journalisme d'investigation très porté sur le champ politique en tant que tel, et donc que forcément cela scande les différentes campagnes, les différents mandats présidentiels, puisqu'en plus vous attaquez quand même plutôt à un personnel politique de haut vol. Donc on l'a dit, l'exemple emblématique, c'est ce discours du 1er décembre 2016 du président François Hollande, qui est en fait quasiment une réponse quand même à votre ouvrage. Et donc, il y a quand même, en tout cas, un lien direct. Est-ce que c'est le seul? Ça, après, faut aussi sans doute relativiser. Mais néanmoins, on voit bien comment le journalisme d'investigation, et notamment le vôtre, a des effets sur le champ politique sur lequel vous investiguez d'une certaine manière. Et donc, on voit bien que cela fait partie dorénavant du paysage. J'ai simplement en guise d'ouverture 2 petites questions. En béotien, j'ai envie de dire, mais quelle est la différence entre le journalisme d'investigation et le journalisme tout court? Est-ce que le journalisme n'est pas forcément de l'investigation? Et donc, comment on va le dissocier? Est-ce qu'il est plus sérieux? Est-ce qu'il se distingue par le volume d'enquête qui est faite? Et je trouve que ce serait intéressant qu'on dissocie et qu'on montre finalement en quoi cela se distingue du journalisme classique, si jamais cela fait sens. J'invite aussi, mais ça c'était plus à nous tous, à la prudence, puisqu'on a l'impression que c'est quelque chose de récent, mais je suppose qu'on pourrait retracer même l'histoire du journalisme en montrant que d'emblée, il y a un rapport à l'investigation et qu'on a eu, il y a déjà une quarantaine d'années, dans d'autres pays, mais même dans le nôtre, des enquêtes qui ont marqué l'histoire du journalisme et qui pourraient être rangées dans le patrimoine ou dans le panthéon du journalisme d'investigation. Puis la deuxième question, elle est plus celle d'un universitaire, professeur de sciences politiques, qui dirait, mais je vois très bien à quel point vos ouvrages reposent sur des campagnes d'entretien extrêmement riches. Et je me demande comment on pourrait comparer, certains l'ont déjà fait, hein, mais l'entretien du journaliste ou des journalistes et l'entretien du chercheur en sciences humaines et sociales auquel nos étudiants sont formés à travers leurs conférences de méthode des sciences sociales. L'administration de la preuve est-elle vraiment la même? La retranscription est-elle la même? Et la manière de citer n'est pas la même, hein, on peut le dire, on ne va pas dans le même niveau de détail d'une certaine manière. Mais j'ai envie de dire que surtout quand on est sur le type d'enquête que vous faites, le niveau de danger que vous prenez, de risque que vous prenez nécessite forcément une administration de la preuve et extrêmement fine. Et donc, je trouve que ce serait intéressant qu'on ait alors c'est peut-être pas l'objet aujourd'hui, mais une discussion sur la manière de faire un entretien en journalisme d'investigation et en sciences humaines et sociales. Et il y a à la fois beaucoup de points communs, mais sans doute des différences. Et je pense que ce serait utile qu'on puisse en parler. Voilà pour les 2 questions. Et après, vraiment, pourquoi aussi je suis extrêmement heureux qu'on vous accueille ce soir, parce que Sciences Po Lyon a fait un choix il y a 2 ans, avec une autre institution extrêmement prestigieuse, le CFJ. Et ensemble, nous avons justement, précisément, souhaité former des étudiants dans ce double diplôme CFJ Sciences Po Lyon à l'investigation et aux data, d'ailleurs. On a mis ensemble ces 2 données. Et donc, je me prends à rêver peut-être que dans 10 ans, seront invités des anciens de Sciences Po Lyon CFJ. Et j'espère en fait effectivement qu'on arrivera aussi, via l'usage des data d'ailleurs, aussi à renouveler peut-être le genre journalisme d'investigation, mais encore faut-il précisément qu'on puisse en parler. Et c'est pour ça que moi, je vous laisse la parole et je vous remercie encore très chaleureusement. Activé, voilà. Est-ce que vous nous recevez là quand on parle? C'est tout bon. Oui, là, c'est bon. C'est tout bon, super. Parce qu'on n'est pas super doué en matière numérique, même si on s'y est beaucoup mis depuis 2 ans avec Fabrice.
Donc là, si ça marche, tant mieux. Mais écoutez, d'abord, merci de nous recevoir. Merci à l'association. Tom s'y est pris il y a très, très longtemps déjà. Et c'est bien la meilleure manière de nous avoir tous les deux ensemble, de nous caler un an à l'avance parce qu'on a souvent on a des milliers de projets dont on parlera ce soir peut-être qui ont tous trait à la chose poétique, assez curieusement. Et merci à monsieur le directeur de nous poser, de nous recevoir chez lui via le truchement de l'ordinateur et de nous poser deux questions qui sont vraiment parfaitement pertinentes. Je ne dis pas ça parce que j'ai un directeur devant moi, c'est parce que c'est exactement au cœur de nos préoccupations. On donne aussi des cours, on a donné des cours un petit peu partout, à Sciences Po Paris, au CFJ, à l'IJBA à Bordeaux, un peu partout. Et il se trouve qu'on donne des cours d'enquête. Et moi, j'ai toujours été un tout petit peu surpris et gêné de donner des cours d'enquête. Pourquoi? Parce que pour moi, l'enquête devrait être consubstantielle au journalisme. Or, je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que parmi les jeunes journalistes, les futurs journalistes, il y en a forcément parmi vous, il y en a assez peu qui oseront poser la question qui dérange, poser la question qui amènera fatalement une relation complexe avec l'interlocuteur, qui amènera fatalement une réponse qu'il sera difficile de retranscrire, à moins d'avoir des gros soucis par la suite. Et en fait, moi, dans ce métier-là, c'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est d'amener une plus-value, d'amener une valeur ajoutée. Et dans le métier aujourd'hui, et ça s'adresse vraiment particulièrement aux futurs journalistes, qu'est-ce qui fait qu'on peut encore s'en sortir sans aucun problème dans ce métier et grandir et grimper les échelons? C'est que ce métier, comme dans beaucoup d'autres, fonctionne à la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est l'information. C'est l'information. Qu'est-ce qui fait la différence entre les différents flux d'informations que vous avez sur toutes les chaînes d'infos et les différents journaux? Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête sur un truc et pas sur un autre? C'est que quelque part, vous aurez une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est souvent une information. Et ça, c'est ce qui, pour répondre à la première question de monsieur le directeur, c'est ce qui fait la différence, je pense, concrètement entre l'enquête et le reste, c'est d'obtenir une valeur ajoutée qui fera ensuite, qui créera non pas forcément le buzz, c'est pas ce qu'on recherche, on ne cherche pas la petite phrase pour la petite phrase ou le clic, on cherche quelque chose qui fait réflexion, qui amène quelque chose dans le débat public. Et ça, l'investigation, il n'y a pas mieux pour ça. Voilà. Je n'ai jamais réussi à trouver une meilleure définition que ça, c'est amener une valeur ajoutée. Oui, et je précise pour résumer de manière encore plus caricaturale ce qu'on appelle le journalisme d'enquête ou d'investigation et tous les autres genres journalistiques qui sont parfaitement respectables, c'est que le journalisme d'investigation a comme, j'allais presque dire comme obsession, comme objet de chercher ce qui n'est pas visible, ce qui éventuellement est caché, en tous les cas, ce qui est derrière le décor. La plupart des autres modes journalistiques qu'on a pratiqués et qu'on aime bien aussi sont simplement de décrire ce qu'on voit. Un reportage, par exemple, on va aller dans une manifestation des Gilets jaunes, on va faire un reportage, on va raconter, on a vu l'intervention des policiers, etc. Et c'est un journalisme nécessaire, mais on n'est pas dans l'investigation. Pareil pour éventuellement le grand reportage, pareil pour le journaliste sportif qui commente les matchs de football en direct à la radio ou à la télévision. C'est du journalisme, c'est respectable, mais il n'est en aucun cas dans l'investigation. Donc nous, voilà, la séparation existe bien, même si au départ, elle ne devrait pas exister à ce point-là. C'est vrai que normalement, même le journaliste sportif, il doit essayer de gratter là où ça démange. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à l'Équipe Magazine. Mais force est de constater, comme le disait Gérard en introduction, que peu de journalistes français, finalement, ont ce goût. Alors nous, on essaie de le transmettre, mais on est un peu minoritaire, mais ce n'est pas forcément grave, parce que si tout le monde ne faisait que ça, il y aurait des pans d'informations qui ne seraient pas traités. Donc c'est très bien comme ça. Et sur la seconde question, vous avez raison, vous nous lisez bien, monsieur le directeur. On fait beaucoup d'entretiens, on croit beaucoup d'abord que l'interview est un art. C'est pas, on dit souvent à nos étudiants et parfois à certains collègues journalistes qui réussissent à décrocher un rendez-vous avec, par exemple, une personnalité et qui sont super contents parce qu'ils disent voilà, j'ai mon interview, ça va, je vais faire une super interview puisque j'ai une personnalité. Et pour nous, c'est juste le début du travail. Parce que si la personnalité fait de la langue de bois ou si elle a parlé la veille pour dire la même chose à un autre concurrent, ça n'a plus d'intérêt. Donc, chercher la plus-value, comme disait Gérard, c'est aussi dans les interviews, obtenir finalement, c'est tout le registre, tout le propos plutôt du livre sur François Hollande, obtenir d'un président de la République dont on sait qu'il pense des choses, mais que pour différentes raisons, il les garde pour lui, de lui faire sortir. Voilà. On ne l'a pas torturé, on l'a simplement, on va dire,
conditionné, on l'a préparé, on l'a convaincu de dire ce qu'il pensait. Voilà, il l'a fait, ça lui a coûté cher, mais j'allais dire, c'est pas notre sujet. On n'était pas là pour lui nuire, on n'était pas là pour l'aider, on était là pour l'accoucher, entre guillemets, et lui permettre de dire ce qu'il pensait, mais qu'il ne disait pas aux Français, ce qui nous paraissait gênant. Donc ça, c'est une de nos méthodes, effectivement, et on l'assume. Après, on essaye de mêler ça avec ce qui est l'investigation, on va dire, plus traditionnelle, qui est la recherche de documents, d'éléments factuels, incontestables, qui ne sont pas seulement les propos de personnes. Souvent, nos livres mêlent les deux, d'ailleurs. Les derniers livres sur l'affaire Fillon, par exemple, ceux qui l'ont lu, Apocalypse, on voit qu'il y a des gens qu'on a rencontrés qui nous ont parlé. On voit qu'il y a des documents exclusifs. On voit qu'on s'est servi aussi dans des procédures judiciaires. Voilà, pour nous, rien n'est interdit aux journalistes du moment qu'ils respectent certaines règles. On en parlera peut-être, mais on a des règles. Respecter un minimum la présomption d'innocence, vérifier plusieurs fois l'information, ne pas publier de faux documents, éviter les propos diffamatoires, etc., etc. On est quand même encadré. Mais voilà, pour résumer un peu par rapport à vos deux questions. Et on essaye aussi, pour compléter ce que dit Fabrice, on essaye que chaque entretien, alors Hollande c'était particulier puisque le président Hollande, on a eu 61 entretiens, plus d'une centaine d'heures d'enregistrement. On aurait été vraiment très très mauvais si en 61 entretiens on n'obtenait pas quelque chose d'intéressant. Mais on essaye à chacun de nos entretiens de repartir avec quelque chose. C'est-à-dire que quand on va voir quelqu'un, on sait ce qu'on veut obtenir de lui. Ça a l'air de rien, mais c'est important. On sait qu'on veut obtenir quelque chose. Et là, en ce moment, on trahit aucun secret en disant qu'on est en train de préparer un livre, parce que tous les 5 ans, on fait un livre sur nos présidents. Donc là, on arrive à la 5e année, donc on va faire un livre sur le président Macron. Et donc, on essaye systématiquement, dans chacun de nos entretiens que l'on mène actuellement et qu'on a quasiment terminé notre campagne d'entretien, on essaye de repartir avec, outre des éléments que l'on nous donne à force de poser des questions insistantes, mais également avec des éléments tout bêtes. Par exemple, si quelqu'un que l'on voit nous dit bah oui, j'arrête pas d'échanger par SMS avec le président Macron, ils sont très nombreux à échanger par télégramme avec le président Macron, on lui dit bah, ça serait bien que vous nous donniez un exemple, et puis faites-nous voir les captures d'écran, et puis montrez-nous concrètement, parce que ça c'est le journalisme, concrètement, pour qu'on soit certain de ce que vous échangez avec lui, montrez-nous l'échange, et puis envoyez-le nous, comme ça on pourra en faire état. Donc il y en a plein qui disent non, mais il y en a quelques-uns qui disent oui. Et dans ces quelques-uns qui disent oui, c'est une base factuelle qui permet d'asseoir ensuite les entretiens que l'on mène avec eux. Donc c'est vraiment tout bête. Je pense qu'on se donne la possibilité, on a ce luxe-là, le temps, on passe du temps avec les gens, on passe beaucoup de temps avec les gens, mais on passe aussi beaucoup de temps à les revoir. On ne s'en tient pas à un seul entretien. En général, on essaye, sauf pour le livre qu'on est en train de faire, parce que là, on a plus d'une centaine d'entretiens, mais on essaye en général, qu'on fait des grands portraits ou des grandes enquêtes, de voir au moins 2, 3, 4 fois les gens, parce que on sait bien que la première fois, il n'y a pas une véritable vérité. Puis, par ailleurs, il y a aussi un lien qui doit se créer avec l'intervieweur. C'est peut-être ce qui fait la différence avec l'universitaire. C'est qu'on essaye de créer un lien, il n'y a pas de secret. On essaye évidemment, par tous les moyens, d'obtenir quelque chose. Le président Hollande, quand on l'a vu à l'Élysée, on avait assez peu de choses intéressantes, même si j'imagine que pour un universitaire, c'était giboyeux, mais pour un journaliste qui cherche quelque chose de saillant, c'était pas super passionnant. C'était souvent des grandes généralités. Il y avait un huissier qui arrivait, qui mettait une « Ah, monsieur le président, vous êtes attendu », etc. Bon, ça cassait un peu le truc. Donc, très rapidement, avec Fabrice, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire. Eh ben, on a déplacé le président. C'est tout bête. Et certains ne seront jamais d'accord, mais lui, il était d'accord. C'est-à-dire qu'on l'a invité à manger chez nous, à cet endroit-là. D'ailleurs, il est venu ici, là où on est en ce moment. Et c'est tout bête. On a cuisiné, on a viré tout le monde, les chats, tout ça. On a cuisiné, on a servi un verre de vin. Il y a une ambiance qui s'est créée, quelque chose. On ne le piège pas, les dictaphones sont posés. Il sait que c'est pour un travail très concret, très précis. Il sait qu'on l'enregistre. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 heures d'entretien, eh ben, quand on lui demande ce qu'il pense de l'islam de France, eh ben, il va répondre, il va dire concrètement ce qu'il pense de l'islam, de la justice, etc. Et ça fait une vraie différence. Et ça, c'est aussi une des différences qu'on a avec vous, les universitaires, c'est qu'on a cette possibilité-là de changer les choses, les lieux, les corps, les cadres. Oui, et sur les entretiens, c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien rodé chez nous maintenant. On essaye, autant que faire se peut, donc d'enregistrer systématiquement, avec évidemment l'accord des personnes. Les enregistrements clandestins, que je sache, ne sont pas autorisés, et tant mieux. Donc, avec l'accord des personnes, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, ça évite de prendre péniblement des notes, c'est tout bête. Surtout, même si on écrit très vite, en général, on écrit approximativement et on va manquer des mots. Ne prenant pas de notes ou en prenant juste quelques-unes, ça nous permet d'être plus attentifs à ce que dit la personne et à pouvoir
la relancer. Et enfin, et ce n'est pas rien, ça permet de restituer réellement ce qu'a dit la personne. D'autant plus que ça donne aussi une garantie à la personne au cas où elle estimerait que ses propos ont été déformés. Eh bien, nous avons la preuve que nous avons déformé ou pas les propos. Et du reste, on s'aperçoit que régulièrement, il nous est arrivé d'avoir pas des protestations, mais des gens qui n'étaient pas très contents de ce qu'on leur avait fait dire, entre guillemets. On fait plusieurs souvenirs en tête de gens qui disaient, mais enfin, j'ai jamais dit ça. On dit, bah, écoutez, on a l'entretien à disposition, et ça, en général, ça les calme, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui parfois, j'allais dire, se lâchent, ou plutôt ont du mal à assumer ce qu'ils nous ont dit au départ, parce que ça peut prendre des proportions qu'ils n'avaient pas soupçonnées. Voilà. Mais nous, dans tous les cas, il n'y a pas de piège. Au contraire, on pense qu'il faut avoir des règles claires, carte sur table. Nous, on dit souvent, par exemple, on ne recourt pas aux citations anonymes. Vous savez que les journaux en sont pleins. Personnellement, je le déplore, Gérard aussi. Nous, on est vraiment une race à part dans la presse, parce qu'on est parmi les seuls journalistes, je crois, dans la presse écrite, à s'interdire, à proscrire totalement les citations anonymes. Vous ne verrez jamais de propos, entre guillemets, non sourcés, ou alors, quand il y a marqué, vous savez, glisse une source de proche de l'enquête, glisse un visiteur du soir, etc. On refuse ça, parce qu'on trouve que c'est malhonnête, c'est déloyal comme procédé. D'où notre insistance pour que les personnes assument leurs propos. Quand quelqu'un ne veut pas, c'est quand même son droit, et bien dans ce cas-là, tant pis pour nous. On ne va pas le mettre entre guillemets en essayant d'inventer une identité fictive, d'autant plus qu'on sait que certains journalistes, en fait, entre guillemets, ils mettent ce qu'ils ont envie de dire et qu'ils pensent, et ils inventent des interlocuteurs qui n'existent pas. Donc, vous voyez, on a des règles quand même assez strictes finalement, qu'on essaie de s'imposer à nous-mêmes. On ne les impose pas aux autres journalistes, chacun fait comme il veut, nous c'est les nôtres, et ça nous permet d'avoir des entretiens, on va dire, non contestables. Voilà, et c'est déjà important. Et on essaye d'avoir évidemment à chaque fois une plus-value, mais après, on n'est pas magicien non plus. Il est arrivé qu'on fasse des interviews qui soient décevantes, et bien c'est comme ça. Mais pour conclure là-dessus, c'est vrai que je ne sais pas par rapport aux universitaires comment se déroulent vos entretiens, mais c'est vrai que nous, il y a une grande phrase, vous savez, pour les journalistes, on dit souvent, pour trouver, il faut savoir ce qu'on cherche. Et ce n'est pas neutre, parce que ça signifie que quand on va interviewer quelqu'un, on ne va pas seulement le voir parce que cette personne est compétente dans un domaine. C'est parce qu'on a déjà une idée de ce qu'on voudrait lui faire dire, sachant qu'on ne veut pas le forcer à dire quelque chose que cette personne ne pense pas, mais c'est parce qu'on a travaillé en amont, on se doute que cette personne a des choses à dire sur ce sujet, et que notre objectif, sachant qu'il va être réticent ou elle va être réticente, ça va être de convaincre cette personne de nous parler de ça. Typiquement, quand on parle des opérations de homo, comme on dit, c'est-à-dire les opérations d'homicide commis par les services secrets, on sait que c'est un tabou, on sait que ça existe, aucun président de la République n'avait jamais reconnu que ça existait. On s'est dit, pour les citoyens, c'est important de savoir si ça existe ou pas. Eh bien, on a obtenu de François Hollande qui nous confirme que oui, il avait demandé, il avait autorisé plus exactement l'exécution de plusieurs personnes, des terroristes. C'est mine de rien, c'était important, mais on y a pensé avant. Ce n'est pas venu comme ça au détour en se disant, tiens, non, c'est des entretiens qu'on prépare quand même, en ayant toujours dans l'idée, il faut accoucher d'une vérité la personne qui est en face de nous. Et petit élément supplémentaire, qui est d'actualité, c'est une question qui pourrait revenir dans la bouche des futurs hommes politiques ou femmes politiques qui sont devant nous et journalistes, c'est est-ce que le fait de travailler dans la presse écrite facilite les choses? Alors oui, ça facilite les choses. Pourquoi? Parce qu'on a le temps, parce qu'on n'a pas les contraintes matérielles, parce que même si on enregistre, il ne s'agit que d'un dictaphone et les gens ne se sont pas heurtés par l'abondance de matériel. Mais il nous est arrivé une expérience ces dernières semaines absolument étonnante et intéressante et qui est d'actualité, c'est qu'on a réalisé avec Fabrice un documentaire qui va être diffusé le 11 mars, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, sur France Télévisions. Et c'est un documentaire qui je pense, va changer un peu les donnes du genre. Je m'explique pourquoi. C'est-à-dire que c'est l'adaptation de notre livre La haine pour l'émission Complément d'enquête, donc ça dure 1 heure. Et on s'était dit avec Fabrice qu'on n'arrivera jamais à obtenir des hommes politiques de haut niveau devant la caméra des déclarations comme celles qu'ils nous font et qu'ils consentent à faire devant nos dictaphones. Et en fait, on a quand même lancé cette campagne d'entretien et d'interview. Et on s'est rendu compte, avec Tristan Valex, qui est journaliste à France Télévisions, et on s'est rendu compte, très curieusement, qu'on arrivait à obtenir des choses absolument étonnantes avec des hommes politiques et des femmes politiques de très haut niveau, du niveau de Raffarin, ou de Roselyne Bachelot, ou de Jean-François Copé, ou de François Hollande. Donc, ces gens-là, eh bien, devant la caméra, malgré les contraintes qui sont nombreuses, il faut bien l'accepter, il faut mettre les lumières, il y a 3 caméras, il faut attendre que les gens soient en place, c'est horrible, je déteste ça. Mais, il se trouve que durant l'heure et demie d'entretien qu'on avait avec chacun, on a réussi à obtenir d'eux des phrases qui
qui étaient du même niveau d'intérêt que celles qu'on obtient pour nos livres. Et donc là, je me suis dit, avec Fabrice, on s'est dit, ben, il n'y a pas trop de mystère. Quand on sait ce qu'on cherche, on trouve. Et deuxièmement, quand on ose poser les bonnes questions, on les obtient. Et troisièmement, je pense qu'il y a aussi dans la classe politique, dans la classe journalistique politique française, parfois une volonté de ne pas forcément poser les questions qui dérangent. Et peut-être parce qu'on ne connaît pas forcément les tenants, les aboutissants, voilà. Mais il y a des raisons très respectables probablement. Mais en attendant, je pense que quand on pose des questions claires à les hommes politiques ou les femmes politiques, on peut obtenir aussi, ça peut arriver, des réponses claires. Et le documentaire que je ne vous encouragerai pas à voir, mais il n'empêche, si vous avez envie, regardez-le, c'est jeudi prochain. Je trouve qu'on fait la démonstration qu'on peut obtenir des choses encore Oui. dans le domaine politique. Alors, je précise qu'on a un avantage parmi beaucoup de journalistes, qui soient presse écrite ou pas, hein, d'ailleurs. C'est que nous, on a donc le statut de grand reporter au monde. Donc, on est détaché, on va dire, du quotidien d'abord, donc ce qui nous donne le temps de faire de longues enquêtes. Et par ailleurs, on est aussi, j'allais dire, multicarte et multiservice. C'est-à-dire que là où un journaliste politique, comme son nom l'indique, va être spécialisé dans le suivi d'Élysée, de Matignon, de suivre le parti des écologistes, de suivre tel ou tel secteur, nous, on peut choisir nos sujets comme on veut. On débarque dans un secteur et on repart. Alors, ça nous donne plus de confort parce qu'on voit notamment les journalistes politiques, et moi, je les comprends, puis on l'a été nous-mêmes au début de nos carrières respectives, chacun à sa façon, hein. Moi, plus en local et Gérard en national. Il y a un moment, c'est vrai, lorsque vous êtes un journaliste politique et que vous êtes, par exemple, accrédité auprès du président de la République ou de la présidence de la République, si vous multipliez les articles, j'allais dire désagréables, ou si vous interviewez une personnalité qui va dire beaucoup de mal du président et que ça le mette en déséquilibre, etc., vous risquez de ne plus être invité dans les voyages officiels, vous risquez d'être un peu boycotté, etc. Je peux comprendre. Donc, eux, ils ont une tâche qui est plus compliquée et ils ont plus de mal à faire un pas de côté. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait cette complémentarité. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des gens comme nous qui sont un peu des électrons libres, on va dire. Alors, on n'est pas forcément très populaire. C'est les gens qui marchent sur les plates-bandes de tout le monde, etc. Mais ce n'est pas grave, je pense qu'il en faut. Et par contre, on a beaucoup moins de contraintes, en fait. Donc, j'allais dire, on en profite, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on en profite pour faire jaillir des sujets intéressants pour le public. Oui, Fabrice a mille fois raison de le dire, hein. Moi, j'ai couvert Matignon, un exemple très précis. J'ai couvert Matignon, donc le gouvernement, enfin, le Premier ministre, plus précisément pour Le Monde, pendant 6 mois. Ça n'a pas duré longtemps, hein, 6 mois, parce que j'étais affecté, désigné par le journal pour suivre Jean-Pierre Raffarin à l'époque. Et ben, ça a duré 6 mois. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment pas très très bon. Parce que en fait, j'étais incapable de suivre les codes classiques du journalisme politique à la française, ou journalisme politique classique, c'est-à-dire qu'il faut, je ne sais pas comment expliquer ça, on est chargé d'une rubrique, on doit la faire vivre, cette rubrique, on doit l'alimenter constamment avec des choses qui ne sont pas forcément passionnantes. C'est un travail de tous les instants, un labeur parfois ingrat, et quand d'autres types comme nous arrivent derrière pour ramasser les lauriers. Et je ne me suis pas senti super à mon aise, donc je suis parti au bout de 6 mois parce que j'avais compris qu'en fait, ce qui pouvait me permettre de faire le métier que j'ai envie de faire, c'est-à-dire journaliste d'enquête, il fallait que je sois détaché de toute rubrique, de toute contrainte, une liberté totale. Et j'ai fini par revenir à cette liberté totale. Alors, il y aura sans doute plein de questions. Je précise une chose par ailleurs. Donc, on est très, vous l'avez dit tout à l'heure, on est très branché politique. On aime ça. On est passionné depuis toujours. Et puis, on a fait beaucoup de livres là-dessus, beaucoup d'articles qui ont fait du bruit, très bien. Mais les gens ignorent parce que notre carrière est déjà très longue. Ils l'ont oublié. Mais parfois, nous-mêmes, on oublie ce qu'on a fait. On a quand même fait beaucoup d'enquêtes dans des domaines qui ne sont pas du tout le domaine politique. Et ça nous a passionnés. On a fait des enquêtes dans le domaine du sport, d'abord, hein, l'un comme l'autre. Parfois ensemble, parfois sans être ensemble. On a fait des domaines dans le domaine même de la culture. On avait fait une enquête dont on était très content sur le groupe Téléphone et pourquoi il ne se reformait pas. Mais c'était une véritable investigation qui nous a d'ailleurs valu une belle engueulade avec Jean-Louis Aubert, mais c'est pas grave, on avait écrit ce qu'était la vérité, tout simplement. Et on a aussi fait des incursions dans le monde des affaires. Donc, pour nous, vraiment, on le pense vraiment, l'investigation, ce n'est pas seulement les affaires politico-financières, hein, que ce soit clair. Après, il se trouve que, je crois, simplement par passion personnelle, il se trouve que c'est le domaine politique qui nous passionne le plus. Et puis, il y a une chose qui est toute bête, hein, c'est que je pense que la vraie définition du journalisme, alors d'enquête ou pas, mais surtout d'enquête, c'est que nous sommes un contre-pouvoir. Voilà, contre-pouvoir. Il faut l'assumer, ça. Donc, on va s'opposer à un moment au pouvoir, du moins on veut enquêter sur lui. Or, surtout dans un pays comme la France, qui reste un pays très politique, quoi qu'on en dise, quel pouvoir plus important que le pouvoir politique, et notamment le président de la République. Et ce n'est pas par hasard si on a fait
notamment un livre sur la présidence Sarkozy qui s'appelait Sarkomatué, qui avait pas mal remué. On a fait un livre sur la présidence Hollande, vous en avez parlé tout à l'heure, qui lui a coûté sans doute son éventuelle réélection. Et c'est sans trahir de secret, vous pouvez vous douter qu'Emmanuel Macron y aura droit aussi, il aura son livre. Donc on est en train de. Et c'est quelques années après seulement qu'on se rend compte des dégâts que l'on peut occasionner. On parle de Sarkozy qui était donc condamné il y a deux jours. Nous, on ne commande jamais une décision de justice, on respecte la justice et l'indépendance de la justice. Simplement, on est hyper intéressé par ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que cette affaire-là, c'est nous qui la révélons dans le journal Le Monde. C'est nous qui révélons qu'il est sur écoute, qu'il y a eu cette histoire de corruption à Monaco, etc. Et on fait la une du journal là-dessus. Et ensuite, l'enquête s'enclenche, ça part dans tous les sens. Et 4 ans après, ou 5 ans après, je ne sais plus, 7 ans après, Nicolas Sarkozy est condamné pour corruption à de la prison ferme. Et on voit dans quel état de fureur ça le met. On va le découvrir demain soir sur TF1 et dans le Figaro. Donc, effectivement, monsieur le directeur, vous aviez 1000 fois raison. Ce qu'on fait, nous, a une incidence, qu'on le veuille ou non. Après, il y a une façon de l'appréhender. Il y a des médias, et des médias qui sont tout à fait complémentaires de ce qu'on fait, comme Mediapart, qui ont une vision très agressive de l'information, quasi militante, et qui font très bien leur boulot. C'est leur boulot d'enquête, avec une vision un peu différente de la nôtre. Nous, on a plutôt une vision très factuelle, très factuel, c'est le bon terme, sans préjuger de quoi que ce soit. Mais dans les deux cas, c'est de l'enquête, et c'est de l'enquête selon des valeurs journalistiques, et ça, c'est très important pour les futurs journalistes, qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire vérifier, recouper, sourcer, respecter le contradictoire, la présomption d'innocence. Tout ça, c'est des valeurs journalistiques qui sont un peu battues en brèche ces temps-ci avec l'émergence de nouveaux médias, et c'est nous, on se bat beaucoup là-dessus. Oui, et je précise d'ailleurs, Gérard a raison d'en parler, c'est un aspect important. Souvent, les journalistes d'investigation sont un peu vus comme des gens qui se prennent un peu pour des procureurs ou des policiers, etc. Ce n'est pas totalement faux comme réputation. J'allais dire, malheureusement, on essaye de se prémunir de ce risque. Je ne dis pas qu'on est des exemples. Je pense qu'on a fait des choses, qu'on a peut-être été trop loin, etc. En tous les cas, on a une réflexion là-dessus. Voilà, on a une réflexion. C'est vrai que je pense que d'autres journalistes ne sont pas dans cette logique-là et sont un peu procureurs. Je vais vous donner une anecdote ou un exemple tout bête. Quand on a fait un livre qui nous tient vraiment à cœur, qui s'appelle French Corruption, on en a parlé tout à l'heure en introduction, qui était en gros les aventures du clan des Hauts-de-Seine avec Pasqua, avec Schuller, avec Balkany, avec Sarkozy, enfin toute une époque, on va dire. Et il se trouve que dans notre enquête, dans notre investigation, on découvre des éléments qui étaient inédits, qui concernaient Balkany. Et en gros, on trouve le trésor caché de Balkany en Suisse et Liechtenstein. Le livre sort. Sur la base de nos révélations, Schuller est convoqué par un juge. Il remet les documents qu'on avait trouvés nous-mêmes, qu'on avait donnés à Schuller, qu'il remet à la justice, et ça part comme ça. Et tout ça va déboucher sur l'affaire que vous connaissez, l'affaire Balkany, qui a donc été vraiment, lui, en prison. Il a fait de la prison ferme, il a dormi en prison. Eh bien, je me souviens très bien que le jour où Balkany est emmené avec les menottes, etc., j'ai quelqu'un qui m'est très proche, qui m'envoie un SMS, mais très sympathique, en me disant « Ah, j'ai vu Balkany en prison, tu dois être content ». Et en fait, ce SMS m'a choqué, non pas pour la personne, c'était normal que cette personne pense ça. Mais en fait, je me suis dit, non, moi, je ne suis pas content. Je veux dire, par là, je ne fais pas ça pour ça. Ça m'est égal, en fait. Enfin, je n'ai pas envie de voir les gens en prison. Ce n'est pas mon sujet. J'étais très content d'avoir sorti le scoop. Oui, c'est vrai. Surtout que je pense que c'était d'intérêt public. Voilà, parce que je pense que prendre de l'argent des contribuables pour le placer à l'étranger, quand on est député de la République, ça ne se fait pas. Donc, voilà. Mais je pense que Gérard et moi, vraiment, je pense qu'on n'a pas cette mentalité de justicier, on est là, ouais, il faut descendre les gens. Non, nous, on a cette mentalité de sortir des infos. Voilà. On travaille ni pour ni contre personne. Un exemple tout bête, l'an dernier, Fabrice disait qu'on ne s'occupe pas que de politique. C'est vrai, mais nos sujets finissent par devenir politiques. Donc, on lance une grande série d'enquêtes sur les masques. Vous savez, le scandale des masques en 2020, avant les scandales du testing et les scandales du vaccin, il y a eu le scandale des masques. Bon. Et dans le monde, je pense qu'on y a plus que contribué avec une grande série d'enquêtes avec Fabrice sur 6 jours, où on raconte comment l'État s'est désarmé sur le plan sanitaire et que les masques, c'était le symbole absolu de ce désarmement qui est lié à plein de raisons, mais qui sont importantes. Et derrière, que se passe-t-il? On sait que derrière, il y a toujours une incidence judiciaire. Donc, la justice se met en branle. La Cour de justice de la République est chargée de plaintes aujourd'hui visant Olivier Véran, Édouard Philippe et d'autres. Il se trouve, et là c'est une petite info qu'on vous donne, on a entendu avec Fabrice ce mois-ci par la Cour de justice de la République qui voulait savoir
ce qu'on pensait du scandale des masques, mais également qu'il voulait qu'on lui remette nos documents, les documents qu'on avait obtenus dans notre enquête. Eh bien, concrètement, là où d'autres n'auraient pas vu de problème que de remettre des documents obtenus évidemment de manière parfaitement licite dans notre enquête, nous, avec Fabrice, on a souhaité dire clairement, et c'est donc sur procès-verbal et sous serment, nous ne donnons pas de documents à la Cour de justice de la République. Nous souhaitons que la justice fasse son travail sereinement, mais nous ne sommes pas des auxiliaires de justice, ni des supplétifs, et donc ces documents, on les a trouvés. Vous pouvez bien, vous aussi, vous avez des moyens nettement supérieurs aux autres, vous pouvez très bien, vous aussi, trouver ces documents qui attestent effectivement que le gouvernement a fait n'importe quoi sur les masques. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, ils en ont convenu, ils étaient un peu déçus, hein, parce qu'ils ont l'habitude, souvent, ces trois magistrats-là, qu'on leur ramène et qu'on leur donne des documents. Mais nous, c'est notre conception des choses. On considère que chacun dans son pré et les choses sont carrées. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses aux questions introductives. Non, mais bon, désolé. Et peut-être rappeler à nos participants, concernant leurs questions, que s'ils en ont, ce serait le moment de les poser, parce que souvent, on a des questions qui affluent beaucoup à la fin de la conférence. Et donc, voilà, plus tôt on les a, plus tôt on a le temps pour les poser. Donc, si vous souhaitez les poser, vous pouvez soit les écrire dans le chat, et un des membres de Place au Débat les relaiera donc à nos invités. Sinon, vous pouvez aussi lever la main dans l'outil, dans l'onglet participants, si vous souhaitez les poser directement. Peut-être donc pour continuer là-dessus, vous avez parlé du fait que le journalisme d'investigation pouvait être considéré comme un contre-pouvoir. Est-ce que vous considéreriez que c'est le contre-pouvoir le plus efficace face aux abus des politiques et quelle différence vous avez pu jouer, par exemple, je ne sais pas, avec le rôle de la justice, comme par exemple on avait vu avec Renaud Van Rubeck, donc des juges d'instruction qui se saisissent de certaines affaires. Quels sont vos outils, vos leviers pour obtenir des informations? Voilà ma question. Alors, il y a deux choses. La première, c'est est-ce que c'est finalement le contre-pouvoir le plus efficace, le pouvoir médiatique? J'ai l'impression que oui. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour la démocratie, puisqu'il y a d'autres contre-pouvoirs, l'autorité judiciaire notamment, le Parlement, etc. Tout ça, ils sont censés contrôler l'exécutif, mais pour différentes raisons, dans un système très présidentiel et par ailleurs dans un système hyper médiatisé, ce qu'écrivent les journaux ou ce que font les radios ou les télévisions a un poids énorme. D'où notre responsabilité qui est énorme. Parce que si on écrit des bêtises, ça a des conséquences terribles. Donc, il faut avoir conscience de ça. Donc oui, je pense qu'on est un contre-pouvoir très fort. Quand je dis on, nous, journalistes, un petit peu d'enquête, il faut en avoir conscience. Ensuite, comment nous, on fait ? Là, c'est la limite de l'exercice auquel on se livre avec vous. C'est que, bien sûr, vous imaginez bien qu'on ne va pas vous dévoiler nos sources. Et il faut simplement que vous compreniez que, pour résumer, nous, ce qu'on doit faire, c'est le jeu, en fait. C'est que pour comprendre quelles peuvent être les sources et les bonnes sources des journalistes, il faut s'interroger pour savoir quelles sont les personnes qui détiennent les informations et qui n'ont pas le droit de parler. Voilà. Quand vous savez qui sont ces personnes, c'est les personnes qui sont celles qui nous intéressent. Donc après, on peut les lister. Un juge d'instruction, un policier, un procureur, mais ça peut être aussi, dans une autre affaire, ça va être un directeur d'école, ça va être toute personne qui détient des informations, mais qui est tenue, on va dire, par une forme de secret. Un agent secret, justement, il est tenu par le secret défense, un policier par le secret professionnel, un juge par le secret d'instruction, etc., etc. On est le pays des secrets, de toute façon. Et bien nous, c'est important de préciser que nous ne sommes pas tenus à ces secrets. On entend souvent, vous savez, des politiques justement qui s'émeuvent que regardez ces violations de secret d'instruction en permanence dans les journaux. Mais les journalistes sont attaqués alors que les journalistes n'y sont, j'allais dire, pour rien. Nous avons le droit, hein, il faut vraiment le dire parce que les gens ne le savent pas, nous ne sommes pas tenus au secret d'instruction. Ceux qui sont tenus, c'est ceux qui participent à l'instruction. Alors là où la situation peut être ambiguë, c'est qu'effectivement, pour obtenir des éléments qui sont couverts par un secret, c'est bien qu'on a obtenu quelque chose de quelqu'un qui est chargé de garder ce secret. Mais nous, on n'est pas en faute. On a le droit de le faire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut dire et répéter parce qu'il y a souvent un malentendu qui est entretenu sciemment par les politiques qui font mine de découvrir, alors qu'ils le savent très bien, que les journalistes n'ont pas le droit de faire ça. Si, on a le droit de faire ça. On n'a pas tous les droits, mais on a le droit de faire ça. Les secrets, la plupart des secrets ne nous sont pas opposables du moment que le sujet est d'intérêt public.
lorsqu'on a publié l'affaire Bettencourt, le scandale Bettencourt, il y a eu une plainte. Moi, j'ai été renvoyé devant le tribunal, et c'était normal, je me suis expliqué, pour atteinte à la vie privée, à l'intimité de la vie privée, puisque avaient été publiés des enregistrements clandestins. Mais le tribunal a jugé, en première instance et en cour d'appel, que, journalistes que nous étions, nous avions eu raison, que l'intérêt supérieur du public nous autorisait à publier ces enregistrements clandestins. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire régulièrement. Ça veut dire qu'il parfois, eh bien, on pèse le pour et le contre. On a une déontologie, on a une éthique, on a aussi des avocats qui nous conseillent. Et il y a des fois, il faut, j'allais dire, flirter avec la ligne jaune. Et il y a des tribunaux qui sont là pour nous condamner ou nous blanchir. Nous, avec Gérard, on croule depuis les années sous les procédures judiciaires. On a eu des centaines de procédures judiciaires, vraiment. Bon, ben, je suis content et en même temps énervé qu'on ait été condamné une poignée de fois, peut-être 3 ou 4 fois. Mais c'est 3 ou 4 fois de trop pour nous. Et en même temps, par rapport à tout ce qu'on a fait, c'est pas mal. Mais il faut viser l'excellence. Et toute condamnation est quelque chose que nous vivons mal et on essaye d'éviter ça. Et pour éviter ça, il faut faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire respecter le contradictoire, donner la parole aux personnes qui sont mises en cause, utiliser un ton qui ne soit pas acrimonieux, qui ne donne pas l'impression qu'on juge les gens, et surtout apporter des preuves, j'allais dire, de ces dires, avoir des éléments. Ça peut être des déclarations, des enregistrements des gens qu'on a interrogés, ça peut être des documents, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est quand même un gros travail de faire de l'enquête, et c'est pour ça qu'on ne publie pas tous les jours des articles ou des livres, parce qu'il y a tout ce travail en amont qui doit être fait. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Noélie, si tu veux désactiver ton micro. Merci. Alors, bonsoir. Déjà, je tenais à vous dire que tout ce que vous dites jusqu'à maintenant est très intéressant et très instructif. J'avais une question parce que c'est vrai que là, pour le moment, je suis étudiante en journalisme et ce qu'on nous rabâche sans cesse, c'est le fait d'avoir beaucoup d'empathie pour nos sujets, de toujours essayer de se mettre à leur place, d'être très à l'écoute. Et j'ai l'impression que dans l'investigation, c'est des codes totalement différents et que parfois, surtout en politique, on oublie un peu cet aspect-là. Et on est un peu, et aussi je reviens sur le fait que vous disiez, poser la question qui dérange. Est-ce que ça ne laisse pas du coup ce côté de l'empathie pour laisser l'information passer au-dessus en fait de ce côté-là, et ça ne déshumanise pas un peu tous les personnages politiques faisant juste passer l'information en priorité? C'est une bonne question. Noélie, tu es au CFJ? Non, je suis à Toulouse. D'accord. Écoute, c'est une très bonne question. Alors, l'empathie, c'est évidemment très important. C'est une qualité absolue pour un journaliste parce que c'est ce qui te permet, on peut appeler ça comme on veut, mais moi, je pense qu'à un moment donné, il y a un élément qui est très important dans le métier de journaliste, c'est celui de la psychologie. C'est-à-dire qu'il faut que le journaliste soit un caméléon et se mette à la place de la personne qu'il a en face de lui, qui lui ressemble. Le journaliste doit adopter la posture, le comportement, la façon de parler éventuellement de la personne en face de lui. Quand on a fait notre enquête sur les masques, par exemple avec Fabrice, on n'y connaît strictement rien dans le domaine sanitaire, il faut être clair, on n'y connaît vraiment rien. Eh bien, on a fait en sorte d'abord de se mettre à niveau un peu en travaillant avant, ça c'est la base, mais ensuite on a fait en sorte d'adopter le langage que ces gens-là comprennent et qu'ils parlent. Quand vous parlez avec un directeur général de la santé, eh bien c'est une forme d'empathie, il faut savoir utiliser les termes qu'il emploie avec des acronymes absolument invraisemblables. En domaine judiciaire, pareil, dans la politique, pareil. Donc c'est une forme d'empathie. Et je pense que tu n'obtiens rien en termes d'entretien avec quelqu'un si tu n'arrives pas à comprendre concrètement qui est la personne avec toi et comment elle s'exprime, est-ce qu'elle peut vouloir dire, ne pas dire, accepter de dire, voilà. Donc ça, c'est très important. Et je pense que du coup, on a raison de te rebâcher le principe de l'empathie, mais ce n'est pas exclusif de poser la question qui dérange, parce que plus tu as réussi à créer un lien avec quelqu'un, plus tu peux te permettre aussi de poser des questions qui dérangent et qui sont posées parfois sous un ton parfaitement doucereux ou sympathique, mais qui ont des répercussions extrêmement importantes. Donc je pense vraiment que l'empathie est un élément très important, mais plus que de l'empathie, parce que l'empathie, ça veut dire aussi être compatissant, ça veut dire aussi épouser la thèse de l'autre, ça veut dire se mettre à sa place. Moi, je serais plutôt dans la psychologie, c'est-à-dire qu'il faut comprendre à qui tu as affaire. Et c'est valable pour une situation, il faut comprendre la situation. J'ai été longtemps reporter avant d'être enquêteur. C'est très important aussi de comprendre la situation telle qu'elle est pour la restituer. Le reporter, ce qui est merveilleux dans le reportage aussi, c'est de réussir à retranscrire les émotions.
les émotions que tu ressens, les sensations que tu ressens quand tu vois quelqu'un, et c'est ce que fait beaucoup le nouveau journalisme, hein, on en parlera peut-être, c'est ressentir, raconter, exprimer. Et là, il mélange à la fois l'enquête et le reportage. Bon, eh bien, je pense que le bon enquêteur doit avoir fait du reportage et savoir en faire du reportage. Je pense que le bon enquêteur ne peut pas être un justicier pur et dur, sans aucun état d'âme. Sinon, ça devient dangereux. Mais là, je poursuis juste sur la question de Noélie, qui est vraiment excellente. Je ne le dis pas par flagornerie, mais je pense que ça me fait réfléchir à des choses. Et je pense qu'en effet, globalement, on apprend, ou on nous apprend, ou on le découvre soi-même, à être d'un côté, lorsqu'on est dans l'enquête pure et dure, pas de sentiments. Hein, on est un peu des types pas sans foi ni loi, mais de sang-froid, justement. Et on n'a pas, voilà, il faut les faits, rien que les faits, etc. Et en revanche, on va être dans des sujets plus légers ou le reportage, et là, l'empathie va être très importante. Et je pense que ce qu'on essaye de faire avec Gérard, c'est de mixer un peu les deux. Et je pense que c'est pour ça qu'on est, un couple professionnel très complémentaire, c'est qu'on n'est pas venu exactement à l'enquête de la même manière. Moi, j'y suis venu avant, et j'avais plutôt une conception, comme je l'ai décrit tout à l'heure, un peu sèche de l'investigation, c'est-à-dire des infos, et il n'y a que ça qui m'intéresse. Je caricature un peu, mais c'était ça. Gérard, lui, il est plus venu du reportage avec le côté justement plus humain, psychologique. Et ben, on a fusionné, en fait. On a fusionné, et je pense qu'on avait raison tous les deux, évidemment, et que le mieux, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est, oui, on peut faire de l'enquête, et en même temps, on peut rendre les gens qu'on voit, ce qu'on décrit, on peut les rendre humains. Moi, je vais prendre un exemple d'actualité aussi, qui est Bernard Tapie, on sait qu'il va très mal. On le connaît depuis toujours, Bernard Tapie. Eh bien, c'est quelqu'un qui, à la fois, de notre point de vue, est absolument insupportable, qui nous insulte, la dernière fois qu'on a déjeuné chez lui, il a dit qu'il avait mis du poison dans notre repas, et en même temps, qui nous dit « Ah, mais je vous aime bien quand même, les gars, etc. » Et donc, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une sorte d'attachement pour ce type qui, en même temps, est insupportable. Pourquoi ? Parce qu'on essaye d'avoir la double approche. C'est-à-dire que oui, il a pu faire des choses sans doute condamnables, etc. Oui, il est excessif, oui, il y a des choses qui sont insupportables chez lui. Et en même temps, il a un côté humain, des fois, il est vraiment sympathique, et des fois, il est vraiment touchant. Eh bien, je pense que c'est bien d'avoir, j'allais dire, ces deux oreilles ouvertes, entre guillemets, prendre ce qui est à prendre, l'information, garder quand même ses distances, hein, et en même temps, ne pas être sur son compte à soi de journaliste. Oh, bah non, je ne vais quand même pas prendre un verre avec cette personne, ça ne se fait pas. Non, il faut être ouvert. Voilà. Et je pense qu'on essaye d'être le plus ouvert possible. Merci beaucoup pour ces réponses. Zoé, je te laisse désactiver ton micro pour poser ta question. Oui, merci beaucoup de tenir cette conférence. C'est super chouette pour nous. Moi, je suis à Sciences Po à Lille et en fait, j'ai choisi Lille parce que du coup, il y a le double master avec l'ESJ et qui me plaisait depuis le début parce que je savais que je voulais devenir journaliste. Et en fait, du coup, j'avais deux questions. Ma première, c'est à propos de la formation de journaliste en tant que telle. Donc, c'est quelles écoles sont plus ou moins valorisées? Est-ce qu'il y a vraiment une différence qui se joue dans les rédactions? Et ma deuxième, c'était de savoir... on entend beaucoup parler aujourd'hui de l'objectivité du journalisme, donc il faut avoir un certain regard un peu neutre. Comme vous disiez. Du coup, je voulais savoir votre fait de devoir traiter tous les sujets un petit peu en gardant cette objectivité un peu au-dessus et pas trop être touché partout. Merci. Alors Fabrice répondra sur l'objectivité. Mais on pense la même chose, hein, donc c'est pareil de toute façon. Et moi, je répondrai plutôt sur les écoles de journalisme parce que donc on enseigne depuis très longtemps dans les écoles de journalisme, et on fait passer les oraux. On donne des cours aussi exprès dans les écoles qui ne sont pas reconnues par la profession parce qu'on estime que la profession s'ouvre parfois d'une espèce de consanguinité qui est problématique, et donc on enseigne dans des écoles qui sont moins reconnues, moins classieuses, mais où il y a des talents en devenir absolument fabuleux qui n'ont pas eu la chance d'avoir votre parcours scolaire. C'est pas une chance d'ailleurs, on sait que vous avez travaillé pour ça, hein, mais bon, il y a des chances. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, donc voilà. On essaie de leur donner des clés à eux aussi. Mais il n'empêche, la vérité nous oblige à dire, et il faut être franc, et on l'est avec eux, c'est qu'il faut être, pour intégrer ce métier, il vaut mieux avoir fait le cursus royal, qui est d'avoir fait Sciences Po avant, et c'est deux ex-mauvais étudiants qui le disent. Hein. Il vaut mieux avoir fait Sciences Po et intégrer une école de journalisme, une des 14. Elles sont 14, vous le savez, reconnues par la profession. Ça va de l'IUT de Lannion au fin fond de la Bretagne jusqu'à le QEG à Strasbourg, en passant par Toulouse et les Parisiennes. Et c'est vrai, et parce que je le vois, parce que j'ai ma fille qui fait partie d'une de ces écoles dont je vois bien ce qu'elle fait. Objectivement, c'est vrai qu'il y a là-bas
dans toutes ces écoles. Il y a des cours qui sont hyper intéressants parce qu'ils sont polyvalents, pluridisciplinaires. On leur apprend plein de choses dans plein de domaines différents. Et ça, c'est hyper formateur et intéressant. Et on leur donne aussi des notions très pratiques sur ce qu'est le métier. Et enfin, il y a le Graal qui est l'obtention des stages. Et c'est ce qui fait la différence, puisque les stages à mi-scolarité, c'est ce qui vous permet d'entrer dans une rédaction. Et les rédactions prennent en particulier et en priorité, certes des boursiers maintenant, mais surtout des gens aussi qui viennent des écoles reconnues par la profession. Donc c'est le cursus royal. Simplement, quand on vous dit ça, Fabrice et moi, Fabrice, il a fait 1 an à l'IUT de Tours et il t'a été viré ou t'es parti? Oui, j'étais viré. T'as été viré? J'ai fait 2 écoles, j'étais viré des 2, donc je n'ai pas de diplôme. Et moi, j'ai fait 1 an et demi à l'IPJ, qui n'était pas encore l'IPJ Dauphine, et je suis parti au bout d'un an et demi parce que j'avais envie de travailler. Je suis devenu pigiste parisien, donc on peut parfaitement s'en sortir aussi et encore dans ce métier qui est ouvert, qui se bout de temps les bras. Simplement, il faut le vouloir, il faut en avoir envie, et c'est vrai que la voie royale, c'est celle-là, mais il y en a d'autres, donc il ne faut pas se mettre de barrière. Et sur l'objectivité, Fabrice? Ouais. Et juste pour conclure, disons que pour résumer, avoir la voie royale, comme dit Gérard, c'est l'idéal pour commencer. Voilà, c'est plus facile pour commencer. Après, si tu n'as rien de tout ça, mais tu as vraiment envie et tu as les qualités, tu y arriveras. Voilà. Mais ça sera peut-être un peu plus lent et plus difficile au début. Sur l'objectivité, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Moi, et quand j'ai commencé mon métier, j'y croyais vraiment, sincèrement, et j'aimerais toujours y croire. Et puis, l'expérience m'a montré que j'avais abandonné cette notion. Je la garde dans un coin de ma tête. C'est-à-dire que c'est un idéal. Voilà, c'est un idéal, il faut l'avoir comme idéal. Mais on sait bien tous que dans la vie, dans tous les secteurs, l'idéal n'existe. On ne l'atteint jamais. Il faut l'avoir en tête, mais on ne l'atteint jamais. L'objectivité, en fait, ce n'est pas possible. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que, pour plein de raisons, nous ne sommes pas des robots. Nous avons tous des colères, des haines, des préférences. Il y a celui-là, sa tête me revient, celui-là, sa tête ne me revient pas. On a des préférences culturelles, politiques, tout ce qu'on veut. On a tous ça. Donc, même si on va faire l'effort d'eux, on est imprégné. Parfois, ça peut même, j'allais même dire à contrario, pour ne pas être accusé d'eux, on va en faire trop dans l'autre sens. Donc, l'objectivité, en fait, elle est impossible à obtenir. Mais par contre, il y a d'autres notions, nous, qu'on essaie de s'appliquer, qui sont, pour résumer, ce qu'on appelle, nous, l'honnêteté intellectuelle. On pense que si on arrive à ça, c'est déjà pas mal. On pourrait ajouter l'impartialité, voilà, un peu comme les magistrats. S'en tenir là, c'est déjà très bien. L'objectivité, ouais, c'est dans nos rêves les plus fous. Mais je pense que personne ne peut l'obtenir, en fait, même la personne la plus honnête qui soit. En revanche, l'honnêteté intellectuelle, ça, eh ben, c'est faisable et c'est pas si facile. Et si on lit la presse, si on regarde la télé, on écoute la radio, etc., on s'aperçoit que tous les journalistes ne font pas preuve d'honnêteté intellectuelle. Donc, l'honnêteté intellectuelle, ça va consister notamment à pouvoir écrire quelque chose qui nous énerve. Voilà. Mais ça nous énerve parce qu'on écrit du bien de quelqu'un qu'on n'aime pas, mais sauf que les informations qu'on a trouvées vont en son sens. Je connais beaucoup de journalistes qui ne le font pas. On essaye de le faire. Je ne dis pas qu'on le fait systématiquement, mais on essaye de le faire. On a des rapports houleux jusqu'à aujourd'hui, même maintenant avec Nicolas Sarkozy, c'est un euphémisme. Voilà, pour plein de raisons. Le jour où on a estimé, après avoir expertisé le dossier Bettencourt, en plus dont on était à l'origine tous les deux, chacun à sa façon, on a estimé, alors qu'il était mis en examen, on a estimé qu'en fait, ça ne tenait pas la route, les charges qui pesaient sur lui. On a fait une page dans le Monde, ça a surpris beaucoup de monde, évidemment, parce qu'on disait que les charges ne tenaient pas. Voilà, et on ne l'a pas fait, au moins qu'on puisse dire, c'est qu'à cette époque, on n'avait pas forcément envie de lui rendre service. Mais on aurait trouvé malhonnête intellectuellement de tordre les faits pour dire oui, finalement, c'est normal qu'il soit poursuivi dans cette histoire. Et résultat, 6 mois après, il a obtenu un non-lieu, ce qui était conforme à notre vision du dossier, même si on n'est pas juge. Et on essaye toujours de faire ça. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a des fois, franchement, il y a des gens, vous dites, lui, je ne vais quand même pas lui rendre service. Hein. Mais si, il faut se forcer. Les faits, en fait, il faut avoir ça comme obsession. Les faits, voilà, les faits. Qu'est-ce que j'ai comme élément? Qu'est-ce que je peux prouver ou pas? Donc, l'objectivité, je mets ça un peu de côté. L'honnêteté intellectuelle, c'est quelque chose qu'on peut atteindre. Merci beaucoup. Agathe, si tu veux désactiver ton micro pour poser ta question. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention. Je prépare les écoles en ce moment, donc c'est très intéressant de vous écouter. Moi, ma question portait plus sur le journalisme d'investigation locale. On voit qu'il y a des médias comme Médiacité qui se créent et qui se spécialisent là-dedans. Mais pourtant, dans les PQR traditionnels, c'est un petit peu compliqué de faire du journalisme d'investigation. Pour avoir été en stage en PQR, j'ai pu voir qu'il y avait certains conflits d'intérêts. Du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez et quel avenir vous pensiez qu'avait le journalisme d'investigation, notamment au niveau local. Merci beaucoup. Super question, Agathe, et merci de l'avoir posée.
La vérité, c'est que moi, j'ai fait de la PQR, j'ai commencé la PQR parce que j'ai passé 12-13 ans au Parisien, c'est de la PQR, hein, j'étais dans le Val-de-Marne. Hein, et avant, j'ai fait bon nombre de stages à la Voie du Nord, etc. Donc, je connais bien ce que c'est que la vie en PQR. Ça veut dire que vous descendez 2-3 articles par jour, que vous n'avez pas le temps d'aller, vous faites des photos souvent, vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est impossible. Donc, on y va souvent, on va les voir, à chaque fois qu'on peut, on rencontre les journalistes de PQR parce qu'on en a fait tous les deux. Et on leur dit à chaque fois la même chose, c'est-à-dire que bien sûr qu'ils sont pris par le temps et qu'ils n'ont pas la chance que nous, on a, qui est absolument incroyable, qui nous est offert par le monde, de pouvoir avoir du temps sur chaque dossier. Mais il y a toujours un moment donné où on peut basculer du côté de l'enquête. Ça peut arriver, ça peut tomber. Et ça, pour ça, eh ben, ça se fait aussi en PQR. Et vous pouvez tomber sur le rédacteur en chef ou les chefs de service qui sont sympas, qui vous disent mais éclate-toi sur ce sujet. Alors, bien sûr, tu le feras peut-être en dehors de tes heures de travail. Bien sûr, tu y vas consacrer tes week-ends alors que tu as un peu. Mais c'est ça l'enquête, hein, c'est être disponible tout le temps. Donc, bien sûr que tu vas devoir en chier un petit peu, etc., sur d'autres aspects, sur le côté vie privée, etc. Mais éclate-toi là-dessus. Si vous tombez sur un chef, et moi, je connais aucun chef qui soit assez con pour vous empêcher de faire ça parce qu'il y a toujours une plus-value derrière, vous avez la possibilité, mais ça repose beaucoup sur votre libre arbitre, sur votre volonté personnelle. Ça, c'est très important de le comprendre. Et concernant les médias qui se développent, et là, moi, pour le coup, on a participé souvent au festival de couture de journalisme du monde, là, qui est vachement intéressant. Et là-bas, j'avais animé une table ronde, enfin, j'avais participé à une table ronde avec des gens de Médiacité aussi, et il y avait aussi des anciens étudiants de journalisme qui avaient créé leur propre média, j'ai oublié le nom, et qui était un média très local, en fait, et c'était un média d'enquête. Et en vérité, il y a la place, et je crois que Médiacité couvre 4 villes, hein, je crois, il n'y a que 4 villes, hein, je crois, qui sont concernées parce qu'il faut avoir le ressort global, les investissements, etc. Mais je suis absolument persuadé que ça va se développer tout du long, constamment, parce que évidemment, c'est complémentaire de la PQR dite classique, et qu'on peut, en plus, il y a l'outil qu'on n'avait pas à notre époque, qui est l'outil du web, qui permet de produire des enquêtes et des éléments factuels très intéressants, sans pour autant avoir les coûts qui sont fixes, c'est-à-dire les coûts de reportage, les coûts de papier, etc. Donc, je suis persuadé, moi, que c'est vraiment en développement, que Médiacité fait un super boulot et qu'il y a une niche là à aller investiguer. Merci beaucoup. Thibaut, si tu veux désactiver ton micro. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'avais une petite question. Alors, je suis étudiant à l'ESJ Lille. J'avais une question non pas au Gérard Davet et au Fabrice Lhomme expérimentés d'aujourd'hui, mais plutôt aux jeunes étudiants que vous étiez qui avaient commencé à construire votre réseau. Comment vous avez commencé à construire ce réseau-là? Souvent, alors là, je parle pour la politique d'autant plus. Quand on commence, on se doute bien qu'on ne va pas aller boire un café avec le président de la République le samedi après-midi. Donc, comment vous avez construit ça petit à petit? Par quels moyens est-ce qu'on devient ami directement avec des personnes? Ça commence par du réseau proche ou comment vous avez fait? En fait, on a commencé un peu de la même manière tous les deux en local, beaucoup en région parisienne, l'un comme l'autre, avec des missions qui sont un peu celles qu'on appelle les chiens écrasés. Hein. On faisait la tournée des commissariats, les petits faits divers, on allait voir les municipalités avec souvent des petites villes, etc. Ça commence par la base. C'est aussi bête que ça commence par la base. Et en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment, en rencontrant beaucoup de gens, il faut rencontrer, il faut parler, etc. On rencontre des gens qui vont évoluer. Alors, ils ne vont pas tous évoluer. Mais le maire de je ne sais pas quoi, d'Alfortville, ou que tu as rencontré, avec qui tu as un bon contact, peut-être qu'il va ensuite devenir député, et puis ça se trouve, un jour, il sera ministre. Et lui, il n'aura jamais oublié que ah oui, ce jeune journaliste là qui était marrant, etc. Et pareil pour la police, par exemple. Le commissariat de quartier du 10e arrondissement, c'est peut-être le commissaire qui commence la carrière en même temps que toi, tu commences la tienne. Et vous parlez, il te file quelques infos sur un clochard qui s'est fait frapper dans le bus, etc. Ça fait une brève dans ton journal. Mais sauf que tu l'as régulièrement au téléphone, et puis un jour, il est promu à la BRD, et puis un jour, il finit directeur de la police judiciaire. Et ce type-là n'oubliera jamais que toi, tu étais là à ce moment-là. Et ça, c'est vrai. Je te parle de politique, je te parle de police, ça va être le procureur local, etc. Mais par contre, ce qui est bien, et je pense que nous, on l'avait tout de suite en tête, c'est que justement que tu aies ça en tête dès le départ. C'est-à-dire que tu ne sois pas juste, tiens, je vais voir un tel, je vais voir un tel, je vais voir un tel. Pense toujours au fait que cette personne, c'est tout bête à dire, mais elle te servira peut-être plus tard.
Donc, toujours l'obsession, garder les coordonnées. Aujourd'hui, l'obsession des 06, etc. Essayer de sympathiser dès qu'on peut avec des gens dont on pense que potentiellement, ils pourront encore servir. Moi, je me rappelle Nicolas Sarkozy, que j'avais découvert à son bureau de Neuilly. Il était tout jeune maire de Neuilly. Moi, j'étais tout jeune journaliste. Il n'était vraiment pas connu et moi, alors encore moins. Bon, il m'avait accueilli, c'est déjà Sarkozy quand même, hein, les pieds sur le bureau sans se lever, etc. Avec une forme d'arrogance, on va dire, mais aussi un certain charisme. Bon, bah, voilà, je ne pouvais pas deviner qu'il allait devenir président de la République, mais sauf que c'est des choses qu'il faut garder en tête parce que ça peut servir. Donc, il faut vraiment surtout pas se dire au départ, ouais, mais moi, le ministre machin, il ne me parlera jamais, le président. Ben, bien entendu, si tu commences ta carrière, le ministre lambda, il ne parlera pas, le président de la République, il ne te recevra pas. Mais ce n'est pas grave, parce que toi, tu es pour le futur. Et donc, toi, peut-être que le président de la République dans 20 ans, ben, ça va être ton interlocuteur à la mairie de Pétaouchnok, qui est absolument pas connu, etc. Donc, c'est très important, la constitution d'un réseau. J'allais dire, ça commence maintenant. C'est voilà, maintenant, là, tout de suite. Même si ton père connaît quelqu'un qui est un banquier important, bah, fais-le toi présenter. Ça pourra te servir, tout pourra vous servir. Les journalistes, c'est une éponge. C'est une éponge. Il faut observer tout, regarder les journaux télévisés, lire et surtout repérer les gens et prendre leur contact. Et c'est un métier de contact. Hein, même si on est timide, on se force et ça marche. Voilà, il ne peut pas dire mieux. Pareil, il ne faut pas viser trop haut. Dès vos premiers stages, là, tu étais en ESJ, donc tu vas avoir des stages cet été normalement. Dès tes premiers stages, quand tu as une inauguration de mairie, que le député local se présente, bah, tu vas le voir, même si tu ne dis pas un mot de lui dans ton article, tu vas le voir, tu prends le 06 de l'attaché de presse, tu repars avec le 06 de l'attaché de presse, tu repars avec le 06 du député, tu repars avec le 06 du conseiller général. Et ça servira. Moi, petite anecdote, mais quand j'ai commencé dans le Val-de-Marne, je m'occupais d'une ville qui s'appelle Villeneuve-Saint-Georges, donc au fin fond du Val-de-Marne, et le conseiller municipal local s'appelait Jean-François Copé. Il débutait, il avait mon âge. Il débutait, et il n'a jamais oublié, j'ai fait sa première interview dans le Parisien, il débutait. Il n'a jamais oublié, et résultat, depuis, on continue à travailler sur lui, parce qu'il est dans les affaires Big Malion qui vont arriver, donc c'est intéressant. Donc, on a un contact privilégié avec lui, il se souvient de ça. Ça ne veut pas dire qu'on est amis, tu employé le terme ami, on n'est jamais vraiment amis avec eux. Mais en revanche, il y a un contact, il y a une confiance qui s'est installée. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Et pareil, j'avais un commissaire de police qui était tout jeune de sortie de l'école de commissaire, qui s'occupait de la PJ du Val-de-Marne à un tout petit niveau. Bah, à force de se fréquenter, de faire, comme disait Fabrice, les petits faits divers, le type aujourd'hui, il est patron de la brigade des stupéfiants sur le plan national. Donc, ça facilite les choses ensuite, ça facilite les choses. Et tout le temps, c'est comme ça. Simplement, ce qu'il faut anticiper, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là, puisqu'ils sont fonctionnaires souvent, ils partent à la retraite. À part les politiques, ils partent jamais à la retraite, mais ces fonctionnaires-là, ils partent à la retraite. Et donc, toi, quand à nos âges, quand tu arrives à 55 ans, bah, eux, ils partent à la retraite, et donc, toi, tu te retrouves un peu démuni de carnet d'adresse, quoi. Donc, il faut anticiper ce basculement-là, mais tu en es très, très loin. Très, très loin. Merci. Tom, je te laisse poser ta question. Bonsoir. Merci d'être là pour nous ce soir. Je suis étudiant au CFJ. J'avais une question toujours dans le registre du coup des contacts et du carnet d'adresses. On a souvent reproché au journalisme politique d'être un journalisme de complaisance. Je voulais savoir comment vous entretenez votre carnet d'adresses, comment vous entretenez vos relations. Justement, vous le disiez juste avant que vous n'étiez jamais amis avec vos interviewés. Comment au fil des années vous entretenez tout ça? Bah, écoute, oui, ta question est pertinente parce que c'est vrai que les journalistes en général, je ne parle pas de nous deux, mais les journalistes en général qui vont s'approcher de la sphère politique, ils vont être un peu coincés entre deux feux. Je m'explique. Si tu veux obtenir des informations importantes, intéressantes d'hommes politiques, on voit bien qu'il y a un moment, si ce n'est sympathiser, il faut que tu aies une bonne relation avec cette personnalité. C'est normal. Parce que si tu as une bonne relation, bah, tu peux espérer que cette personnalité te donne des infos, etc. Bon, très bien. Mais on voit bien le problème qui peut se poser tout de suite. OK, donc je suis très, très pote avec tel député, tel ministre, etc. Mais du coup, je perds ma liberté éditoriale, c'est-à-dire qu'il y a un moment, cette personnalité risque d'être mise sur la sellette
et moi, je vais essayer de ménager la chèvre et les choux et je vais le protéger. Ça se fait beaucoup dans le journalisme politique, c'est vrai. Il y a plein d'exemples de journalistes politiques qui, effectivement, nous, on connaît bien, on voit leurs articles, on voit ce qu'ils disent à la télé, on sait très bien qu'un tel ne dira jamais de mal d'un tel parce qu'il est copain, etc., parce qu'il a des infos, etc. C'est vrai que nous, on évite ça. Ça nous a valu parfois des ruptures assez douloureuses parce qu'on avait, par exemple, une très bonne relation avec tel homme politique qui n'a jamais été mis dans aucune affaire, etc. Et puis à un moment, bing, il se passe qu'il a des ennuis. Et ben nous, c'est vrai qu'on fait le choix j'allais dire, de révéler l'information. Voilà. Et c'est vrai que ça nous a valu des ruptures, parfois brutales, parfois douloureuses. Mais nous, on a fait ce choix-là. Qui parfois est difficile humainement d'abord, et ensuite c'est vrai que ça peut te faire une mauvaise réputation parce que ça va être le côté ceux-là c'est des mercenaires, ils sont sans foi ni loi, etc. Sauf que non, c'est juste qu'on pense que l'info elle est supérieure et surtout on ne veut pas être à la solde au sens large de qui que ce soit. On ne peut pas parce que sinon c'est notre intégrité qui est menacée. J'allais presque dire le meilleur exemple, c'est même avec François Hollande. On a rencontré souvent François Hollande. Alors lui, il est mis en cause dans aucune affaire, mais c'est un homme, il faut le savoir, ceux qui l'ont rencontré, c'est un homme qui, tout le monde le dira, qui est extrêmement courtois, chaleureux. Il est drôle en plus, en petit comité, il fait des blagues, mais qui sont plutôt. Il est spirituel plutôt que drôle. Il est spirituel, enfin. C'est quelqu'un avec qui, franchement, tout journaliste bien constitué pourrait devenir ami. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ne se cachent pas de l'être. Eh bien, nous, on a résisté à cette tentation. C'était tentant, franchement, c'était tentant. On a résisté parce qu'on s'est dit, sinon, on est mort. On est mort parce qu'on n'osera pas écrire, oui, mais si on écrit ça, ça va l'embarrasser, etc. Et donc, ça a fait qu'on a fait un livre qui était ni méchant ni gentil, qui était objectif, mais qui lui a fait du tort. Et c'est sûr qu'il nous en a voulu, et je peux le comprendre parce que peut-être que dans sa tête, lui, en plus, c'est un homme politique à l'ancienne, il avait l'habitude de travailler en confiance avec les journalistes, et il y a un peu ce qu'on appelle l'autocensure. Voilà. Ben nous, on ne la pratique pas, l'autocensure. On ne la pratique pas parce qu'on place au-dessus l'intérêt supérieur du public, tout simplement. Ça paraît un peu naïf comme formulation, mais c'est exactement ce qu'on pense. Quitte à provoquer parfois des ruptures et des clashs, mais on l'assume. Maintenant, je ne peux pas dire qu'on soit majoritaire dans la profession, mais c'est ce qui fait notre spécificité, on va dire. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de peser la balance, on va dire, vous vous dites, si je lâche cette information, peut-être que cette personne ne me parlera plus. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'attendre, par exemple, ou de vous arranger pour en tirer le maximum d'un interviewé, comme vous le disiez avant, que c'était aussi une condition, c'était le fait de se revoir, le fait de… On a deux avantages, Tom, c'est que d'abord, on est deux. On bosse toujours à deux, souvent, enfin, quasiment tout le temps, à deux. Donc, du coup, on est tout le temps en train de se challenger mutuellement. Donc, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc, on n'a jamais une réponse. On est plus intelligent à plusieurs, quoi. Et le deuxième truc, c'est que ça fait longtemps qu'on fait ce métier-là et qu'on a acquis maintenant, depuis le temps, une certaine certitude. C'est que l'information vaut mieux. L'information est essentielle, quoi. C'est tout con, mais pour moi, c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question de publier ou pas, à partir du moment où l'information tient la route, qu'elle est contextualisée, qu'elle est d'intérêt général et public, qu'elle est sourcée. Si elle doit faire du mal à quelqu'un, je la publierai. Dans le bouquin sur Hollande, on s'est posé la question sur bien des aspects. On a enlevé certains aspects qui étaient des aspects extrêmement privés. Donc ça, c'était des aspects très privés sur sa relation avec les femmes, etc. On les a enlevés parce que ça n'intéressait que lui, objectivement, et sa femme. Et en revanche, on a mis des phrases et des aspects et des déclarations et des enquêtes qu'on a menées qui lui poseraient problème, et on le savait pertinemment, mais on l'a fait parce qu'on estimait que l'intérêt général commandait de le savoir. Alors, quand on a révélé, par exemple, ça, c'est pas lui qui nous l'avait dit, mais dans l'enquête, on était tombé là-dessus, on est tombé sur les plans d'attaque de la Syrie. Les plans d'attaque de la Syrie, en 2013, la France était censée attaquer la Syrie, puis Barack Obama s'est retiré au dernier moment, et donc du coup, la France s'est retrouvée gros jonc comme devant, et en fait, on n'a pas envoyé les avions. En attendant, on a récupéré les plans d'attaque. On les a publiés dans Le Monde, en l'occurrence, pas dans le bouquin, mais dans Le Monde, mais on savait très bien que ça lui poserait des problèmes, et ça n'a pas manqué, puisque le fameux député Éric Ciotti a déposé une plainte. Cette plainte a abouti à ce qu'on soit entendu, nous, avec Fabrice, inaugurant une longue tradition. On a été entendu par la Direction générale de la sécurité intérieure, le contre-espionnage, pour nous demander quelles étaient nos sources. On n'a pas répondu, bien sûr. Mais ensuite, ça a ennuyé François Hollande. Et bien sûr, on savait que c'était quelque chose qui poserait problème. Mais on l'a fait parce qu'on estimait que c'était intéressant, que ça apportait quelque chose au débat public. Donc, on se pose systématiquement cette question-là, mais souvent, pour terminer, on tranche dans le sens de l'information.
Merci Merci. beaucoup, messieurs. Alors, moi, j'ai une question qui est un petit peu liée à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez déjà mené une investigation sans recevoir de pression? Est-ce que c'est possible de mener une investigation sans se faire d'ennemis? Mais quand j'entends ennemi dans le sens vraiment à un niveau très élevé qui pourrait vous nuire à vous et recevoir des menaces. Par exemple, je sais que vous étiez sur protection policière à un moment. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cela avec votre quotidien, votre vie de famille? Et je sais que par exemple, vous avez été victime de l'affaire des Fadettes en 2010. Est-ce que ça vous a déjà découragé de faire votre métier, tout simplement? Alors, d'abord, il y a tous les cas de figure, hein. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qu'on mène on va dire, sur des aspects un peu sensibles. Et très sincèrement, on n'a aucune pression, on n'a aucune menace. En tout cas, ça ne nous parvient pas et ça se passe, j'allais dire, ça se passe sans difficulté. Après, il y a les enquêtes qui contrarient des gens et qui vont nous faire savoir. On en parlait un peu tout à l'heure. On va se brouiller avec des gens, des interlocuteurs qui ne sont pas contents. Bon, OK. Les pressions, comme qui sont parfois décrites dans les mauvais films français, où il y a un coup de fil pour les journalistes en disant « t'as pas intérêt à écrire ça, sinon voilà », ça se passe pas comme ça. C'est plus pervers que ça. Après, oui, les pressions, elles existent, mais nous, on refuse de se plaindre par rapport à ça. Nous, on est là pour déranger, pour bousculer, dont les gens se défendent. Moi, j'assume assez bien. Après, il y a des fois, ça va trop loin. Donc, on a été menacé de mort, c'est vrai, mais ça, beaucoup de journalistes le sont. Simplement, il y a eu des menaces de mort qui étaient jugées sérieuses par la police. D'ailleurs, la police a réussi à identifier une des personnes qui nous a menacés et qui a été condamnée à de la prison ferme. Donc, c'est assez rare que ça arrive, mais c'est arrivé. On nous fait passer parfois des messages. On nous avait dit, attention, notamment lorsqu'on travaille sur la mafia corse, moi, je serais vous, j'éviterais parce que ce type-là, c'est un vrai méchant, etc. Donc, c'est une ambiance. Ce qui est ennuyeux, en fait, la seule chose qui soit vraiment ennuyeuse, parce qu'encore une fois, on est en France, on n'assassine pas les journalistes. Donc, ce serait malvenu de se plaindre. Regardons ce qui se passe en Russie, regardons ce qui se passe en Birmanie, regardons ce qui se passe en Corée du Nord, et si on se plaint après ça, c'est un peu déplacé. Donc, on ne se plaint pas par rapport à ça. En revanche, ce qui est vrai, et c'est ce qui nous a beaucoup coûté, Gérard et moi, c'est pas qu'on nous cherche des noises finalement. On nous a filé, on a été suivis, espionnés, dénoncés publiquement, les écoutes téléphoniques, tout ce qu'on veut. Mais tout ça, on peut l'accepter en fait. On peut l'intégrer. Ce qui est gênant, c'est quand ça déborde sur le cadre familial. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mal vécu. Les menaces de mort, notamment, qu'on a reçues, ça visait aussi nos enfants et nos épouses respectives. Voilà, moi, je sais que même dans ma vie privée, ça a eu des conséquences, etc. Et ça, ça m'a mis vraiment en colère parce que on fait payer à la famille, en fait, pas nos caprices, mais notre travail de journaliste. Moi, j'ai voulu être journaliste, ma famille, elle n'a pas voulu être journaliste. Donc, ça, c'est gênant. Voilà, quand ça va dans la sphère privée, c'est gênant. Pour le reste, on ne veut pas jouer les pleurnicheurs. Mais c'est sûr que si on veut faire l'investigation, il faut s'attendre à ne pas se faire des amis. Voilà, moi, je ne pourrais pas dire mieux. Mais sans paniquer, voilà, sans paniquer. Il n'y a pas des tueurs qui attendent en permanence les journalistes avec un fusil, sauf ceux qui travaillent et qui font des dessins, malheureusement, sur l'islam radical. Et on sait que c'est très, très spécifique, hein. Mais pour le reste, les affaires politico-financières ne font pas de mort en France côté journaliste. Enfin, je crois, jusqu'alors. Très bien, merci beaucoup. Moi, je vais reprendre une question du chat, notamment celle de Maxime Blanc, qui dit « Comment considérez-vous l'avenir du journalisme politique traditionnel avec notamment l'avènement des réseaux sociaux, la réduction progressive des droits accordés par le gouvernement aux journalistes, notamment en manifestation et aux récentes actualités ?» Donc voilà. C'est intéressant, c'est marrant, c'est l'actualité parce que j'ai découvert il y a 3 jours qu'il y avait un faux compte Twitter qui était ouvert à mon nom. Donc, pour ceux qui auraient envie de s'y abonner, ne vous y abonnez pas pour une raison simple, c'est que Fabrice et moi, on n'est absolument pas sur Twitter. On refuse d'y être, on n'y sera jamais. On n'est pas sur Instagram non plus, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur LinkedIn. Donc, s'il y a des comptes à notre nom, ce sont des faux comptes. Et là, Twitter, il y a un faux compte qui colporte des informations tout à fait erronées, complètement fausses, totalement délirantes. Bref, je suis en train d'essayer de le faire supprimer, mais ce n'est pas facile. Donc, on n'est pas réseaux sociaux, donc on n'est pas les meilleurs pour ça. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que je sais que vous, votre génération, il n'y a aucun espace possible pour exister journalistiquement sans les réseaux sociaux. Donc, la première chose que je vous dirais, c'est d'abord de vos réseaux sociaux, ils doivent devenir des réseaux dès maintenant professionnels. C'est-à-dire ne surtout pas y faire part de vos goûts, de vos envies, de vos manifestations, de vos foucades, on s'en fout en fait, vous êtes déjà journaliste pour ceux qui veulent être, vous êtes déjà journaliste, et donc savoir que le premier truc qui sera fait quand vous serez mis au
au suivi, exploser, quand vous ferez des articles qui seront problématiques, vos adversaires, ils vont aller voir vos réseaux, ils verront ce que vous avez écrit, etc. Donc, vraiment, dès maintenant, faites très attention à ces réseaux. Cela étant, ils existent et donc, il faut les utiliser pour ce qu'ils sont, des formidables moyens pour contacter les gens, ce qui n'exclut pas quand même d'aller voir les gens intuitifs personnés et décrocher un téléphone. Hein. Je le dis pour les jeunes journalistes qui ne font que contacter via Twitter. Croyez-moi, un coup de téléphone ou un mail, ça marche encore mieux qu'un petit tweet. Hein. Mais au-delà de ça, c'est indispensable. Simplement, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir que c'est aussi un vaste réservoir à conneries, que c'est quelque chose qui, personnellement, Fabrice et moi, nous rebute et on arrive à vivre sans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est fort heureux. Maintenant, ça se passe beaucoup là-dessus et il n'y a qu'à voir les couvertures des procès hein, qui sont en direct live depuis DSK. Ça a commencé avec DSK. Hein. C'est tout en direct live et moi, j'avoue que je m'informe à travers ça. Donc, c'est très utile. Hein, voilà. Je ne peux pas dire le contraire. Journalisme politique, ce n'est pas pareil. Journalisme politique, je pense que ça repose beaucoup sur le travail de source, le travail de rencontre, le travail de… Avant, c'est tout bête, on en parle maintenant, mais avant, on déjeunait. On allait au restaurant, alors ça paraît fou, mais on passait beaucoup de temps en déjeuner, en dîner, en petit déjeuner, en goûter, en 4 heures, que sais-je, pour voir les gens et ça permettait d'obtenir des informations. Donc, journalisme politique, à l'ère des réseaux, ça marche malgré tout à travers des vieilles méthodes. Ça, c'est une certitude. Mais je pense que l'avenir est complètement open quoi, pour les journalismes politiques. Parce que malgré ce qu'a voulu installer Emmanuel Macron, qui était en gros, il n'y a plus de politique, il y a moi et les autres, les barrières politiques existent, les méthodes politiques demeurent, le pouvoir demeure extrêmement centralisé et très politique, et donc il y a tout à faire dans ce domaine-là, avec ou sans les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais… Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, hormis le fait que nous, on s'en méfie, mais ce n'est pas le sujet. Ils existent, ils sont là, vous allez faire avec, et c'est normal. Je pense qu'il faut, en fait, c'est simple, il faut prendre le bon et essayer d'éviter le mauvais. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, le mauvais, c'est participer au buzz, c'est donner son avis surtout en permanence, etc. Ça, pour un journaliste, c'est pas bon. Ça vous reviendra à la figure et on s'en fiche de ce que vous pensez. Il faut le garder pour vos amis, etc. Voilà. Mais par contre, effectivement, vous pouvez toucher des nouveaux publics. Vous pouvez faire la promo, j'allais dire, de vos publications. Donc, si c'est fait intelligemment, ça peut être très bien fait. Et pour le journalisme politique, le risque qu'il y a, mais tant mieux, ça oblige à se renouveler, c'est qu'on voit bien que les politiques, eux, ont tendance maintenant à sauter la case média. Parce que la grande nouveauté quand même, à la fois d'Internet et des réseaux sociaux, c'est qu'on enfin, ça donne l'impression qu'on a moins besoin des médias. Moi, je pense qu'on en a toujours besoin, mais les politiques peuvent se dire, bah, maintenant, je parle directement. On voit bien comment ils le font les uns les autres. Un Jean-Luc Mélenchon le fait à merveille, etc. Finalement, je n'ai plus besoin de journalistes pour venir m'interviewer. Je peux parler à tout le monde via mon blog, via je ne sais quelle plateforme sur n'importe quel réseau social. Donc, eh bien, c'est pas grave. Moi, je dis, c'est pas grave. Quand Jean-Luc Mélenchon s'exprime sur son blog, il fait ce que j'appelle de la communication. Et bien oui, nous, nous, journalistes, on est là pour détruire la communication. Nous, on est là pour faire de l'information, qui est l'ennemi de la communication. Et bien donc, il faut que les journalistes politiques se réinventent. Mais tant mieux, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Quand Macron a dit « je ne veux plus voir de journalistes chez moi », super, génial, et ben on va faire autrement. On nous fout dehors par la porte, et ben on va revenir par la fenêtre. D'abord, c'est plus drôle, et il y a toujours la place. Il y a toujours un espace pour nous. Donc, on se réinvente, mais les fondements restent les mêmes. Voilà, le fondement du journalisme reste les mêmes. C'est des outils. Voilà, il faut les dompter. Il y a des nouveaux outils qui sont entre vos mains. Il faut les utiliser à bon escient. Merci beaucoup. Margot, tu voulais poser une question? Je te laisse ouvrir ton micro. Mais c'est bon? Ok. Oui. Oula, merde, non. Si. Non, ça marche, Margot, vas-y. Transforme un bruit de couloir en vraie enquête ou vrai fait. Et si personne veut nous répondre, parce que vous l'avez… Ah putain, mais j'ai un problème là. On t'entendait, Margot. Hein. Si je peux peut-être relayer ta question. Je crois que sa question était comment on transforme un bruit de couloir en une véritable enquête, en gros. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez ou pas? Je suis désolée. Oui, on entend. Et même on voit qu'il y a des frites derrière toi, ça doit être fin. Ouais. C'est ça, ouais, oui, donc désolée, je ne sais pas si ça a été clair ou haché,
mais je voulais vous demander comment on transforme en bruit de couloir ou une information qu'on peut vous donner, par exemple, et qui est complètement officieuse, qui s'apparente même à une rumeur ou à un ragot. Comment est-ce qu'on transforme cette information en fait réel et en enquête qui mérite donc d'être publiée? Donc, je sais que vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, on interroge des gens, évidemment, on mène un travail d'investigation de longue haleine, mais en particulier quand personne veut nous répondre, qu'est-ce qui peut du coup faire office de preuve? Je vais te répondre avec un exemple précis qui est celui de l'affaire Sarkozy. L'affaire Sarkozy, donc on la révèle il y a combien de temps? Il y a 7 ans, Fabrice? Oui, Il y a 7 ans, 2014. 2014 dans le monde. Mais avant de la révéler, il y a eu un travail. On obtient une information par une source qui nous dit tiens, il paraît que Nicolas Sarkozy est sur écoute. Bon. Et évidemment, intéressant. Ancien président de la République placé sur écoute par la justice pour des raisons a priori de corruption, c'est passionnant. Donc, mais on a que ça. On a juste un bruit de couloir. C'est quasiment ça. C'est un bruit de couloir. C'est une sorte de rumeur très officieuse et bien informée. Mais on peut évidemment rien publier avec ça. Donc, on essaie d'avoir une confirmation. On essaye, on galère, on finit par avoir une deuxième confirmation. On est vraiment en galère. Mais quand c'est un tel niveau, il nous faut une certitude. Et donc, on sait qui peut nous donner la certitude. Et donc, on appelle cette personne qui peut nous donner la certitude. On l'appelle et elle ne nous prend pas au téléphone. Déjà, d'habitude, elle ne le prenait pas beaucoup, mais alors là, elle nous prend encore moins. Elle ne nous prend pas au téléphone. Et on envoie des mails, elle ne répond pas. Enfin bref, c'est une vraie galère. SMS, tout, c'est tout, il n'y a rien de marche. Donc, dernière solution avec Fabrice, parce que cette histoire nous tenait vraiment à cœur, on grimpe lui sur son vélo, moi sur mon scooter, et on va au bas des bureaux de cette personne qui sait tout, et on attend que cette personne qui sait tout descende pour aller chercher son déjeuner, et là, on lui parle sur le trottoir, et là, elle n'a pas trop le choix, quoi. Elle est obligée, ça ne veut pas dire qu'on la met en garde à vue physique, hein, c'est juste qu'on l'interpelle dans la rue discrètement. Et là, c'est compliqué de nous échapper quand même, quoi. Et donc, du coup, on lui demande juste, et on fait un peu comme dans Les Hommes du Président, je sais pas, j'espère que vous avez vu ce film. Et dans Les Hommes du Président, il y a une sorte de jeu comme ça au téléphone. Ben là, c'est de visu, on demande à cette personne, est-il Sarkozy était sur écoute? Et cette personne nous répond, je me dis, je ne peux pas vous en parler, etc. Et donc, on fait, enfin, je crois que c'est Fabrice qui lui dit, mais alors dans ce cas-là, si on écrit que Nicolas Sarkozy est mis sur écoute, est-ce qu'on commet une erreur? Et là, la personne nous répond oui. Alors, oui quoi? Oui, il est sur écoute, ou oui, on fait une erreur. On n'était pas plus avancé, quoi. Et donc, il a fallu qu'on continue dans ce dialogue un peu particulier. Et à la fin, cette personne-là nous confirme que oui, il est sur écoute téléphonique de manière très claire, précisément, judiciaire, etc. On avait notre troisième confirmation. Et là, on a foncé au journal et on l'a imprimé pour le lendemain et ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour te dire qu'un bruit de couloir, il ne faut jamais le traiter par le dédain, mais il faut le traiter pour ce qu'il est. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas confirmé, c'est une rumeur. Quand c'est confirmé, ça devient une information. Et quand c'est triplement confirmé, on peut dire que là, on obtient un truc certain. Et il y a des fois, il faut… Parce que, évidemment, les gens ne voient que ce qu'on publie, mais les gens ne voient pas tout ce qu'on ne publie pas. Parce qu'il y a des fois, on échoue. C'est ça qu'il faut bien voir. On échoue souvent même. Et c'est très frustrant. Dans le cas de notre dernier livre, on avait un super scoop potentiel, qui était plus qu'une rumeur cette fois-ci, qui était vraiment une déclaration de quelqu'un nous disant qu'un homme politique français très important avait touché de l'argent en espèces. C'est un article ou un paragraphe que vous n'avez jamais lu et que vous lirez sans doute jamais, parce qu'on n'a pas pu recouper ça, alors qu'on avait une source qui était présente physiquement. On savait qu'il y avait 2 autres personnes qui étaient présentes physiquement, une qu'on n'a pas réussi à identifier ou à retrouver, et une autre qui a démenti, pas de manière très crédible, mais cette personne dément. Et on a hésité, on s'est dit on ne peut pas y aller, on peut pas y aller. Il y a une personne qui accuse une autre, c'est parole contre parole, c'est trop grave. Il n'y a pas de preuve matérielle, on ne le fait pas. Donc on ne l'a pas fait. C'est une frustration, mais on en a plein des frustrations comme ça. Il faut vivre avec, il faut l'accepter. Il vaut mieux, nous, de toute façon, on a une règle, hein, c'est en cas de doute, on s'abstient. Voilà, c'est ça. Quitte à rater des trucs, quitte à ce que ça sorte ailleurs, etc. Ça, c'est vraiment précieux. Et ce qui est précieux, c'est qu'on travaille à 2. C'est très important parce que du coup, moi, je peux m'enflammer, Gérard va me calmer, etc. Et on a une règle entre nous deux. Quand on n'est pas d'accord sur on publie pas, on a une règle qui est très simple, qui évite de s'engueuler en fait. C'est très simple, c'est celui qui l'emporte, c'est le plus prudent.
C'est aussi bête comme ça. Comme ça, il n'y a même pas besoin de discuter, il n'y a même pas besoin de dire oui, mais ah bah oui, d'accord, ok, c'est plus prudent. Et ce n'est pas toujours le même, hein. Il y a des fois ça va être lui, des fois ça va être moi. Et donc, c'est la règle qu'on s'applique. En cas de doute, en fait, on ne va pas publier. Et ça nous arrive plus souvent qu'on ne croit, hein. Donc, le journaliste, c'est aussi une école de frustration. C'est vrai, on ne le dit pas assez, parce que le grand public ne voit que ce qu'on publie, évidemment, mais il y a tout le reste. Merci beaucoup. Alice, je te laisse poser ta question. Oui, bonsoir et merci à tous les deux pour cet échange qui est vraiment très intéressant. Je voulais revenir sur le processus de publication. Comme vous l'avez évoqué, vous publiez parfois des informations qui peuvent être compromettantes pour certaines personnalités politiques notamment. Et cela est dû à une conception du journalisme qui est la vôtre, mais qui n'est pas forcément partagée. Et ma question était, est-ce que vous avez déjà essuyé des refus de publication de vos enquêtes de la part de certaines rédactions? Et si oui, comment avez-vous réagi? Moi, on a été confrontés ensemble, hein, dans différents médias à des refus de publication d'informations que l'on estimait béton et qui d'ailleurs l'étaient et qui étaient hyper intéressantes. Et les arguments qui nous étaient opposés, c'est on ne voit pas l'intérêt de la publier, ou non, c'est pas certain, ou c'est trop judiciaire. Enfin, il y a eu plusieurs cas comme ça, où des enquêtes que l'on a fait tous les deux, et moi tout seul, et toi aussi tout seul, où ces informations-là n'ont pas pu être publiées. Et dans ces cas-là, comment je réagis? Mais très mal. Voilà. Autant le dire, je suis plutôt éruptif et donc je m'énerve, je parle mal. Je suis agressif et ça ne change rien, donc ça ne sert à rien d'être agressif. La vérité, c'est que ça ne change rien parce que de toute façon, je ne suis pas chef, je ne décide de rien. Et donc, du coup, si quelqu'un décide qu'on ne peut plus passer l'information, eh ben, il n'y a qu'à se taire, quoi. Voilà. C'est dommage. Il peut arriver aussi que j'ai tort, ça peut arriver aussi, hein. Donc, du coup, ça me fait réfléchir un peu trop tard, mais ça me fait réfléchir. Mais de manière générale, objectivement, ça ne nous arrive pas souvent quand même. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de refus de publication. Très longtemps. Non, là, maintenant, depuis qu'on a reformé notre duo au Monde, ça fait 10 ans, en fait, hein, depuis 2011, ça se passe très bien. Il y a une rédaction en chef qui veut faire de l'investigation, etc. Et honnêtement, on a les coups des franches, on fait exactement ce qu'on veut. Mais il y a eu, au Monde, il y a eu d'autres époques, hein. Il y a eu l'époque, alors, Plenel, où on y allait à fond, l'investigation, moi j'étais là, etc. Et après, Plenel a été mis sur la touche. Et là, il y a eu changement de ligne complet. Il fallait faire du journalisme de validation, un terme horrible. Je ne sais pas qui est-ce qui a inventé ça. Mais donc, ça voulait dire, en fait, on ne publiera les infos que quand elles sont sorties ailleurs, qu'on en est sûr. Génial. C'est très motivant. Et là, avec Gérard, on a été censurés. Enfin, on nous a empêchés de publier un article qui était un scoop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis en colère. Gérard a quitté le service et moi, j'ai quitté le journal. J'ai claqué la porte, carrément. Et voilà. Et heureusement, le Monde est revenu dans le droit chemin. Alors, c'est un vrai paradoxe parce que ça s'est passé dans les années 2006-2007, exactement. Ensuite, quelques années après, le Monde est repris par des puissants actionnaires. Alors, tout le monde imagine toujours les actionnaires qui font pression, etc. Et ben, c'est depuis que le Monde est passé sous la coupe d'actionnaires qui ont mis de l'argent qu'ils ont relancé l'investigation, qui m'ont réembauché justement pour chercher des noises à tout le monde. Donc, là aussi, il y a parfois des clichés qui ont la vie dure, à tort. On peut avoir un journal avec des actionnaires qui mettent une paix royale à leurs journalistes, c'est le cas au Monde. Et à l'inverse, effectivement, on peut avoir un Bolloré qui vous empêchera de travailler, ça c'est clair. Ou en tout cas, ça sera très compliqué. Donc, et j'ai aussi travaillé dans des journaux qui n'avaient pas de puissants actionnaires et où on m'embêtait un peu. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais globalement, nous, on a eu quelques ennuis parfois, mais globalement, et en tout cas sur la période récente, on a une paix royale bien supérieure à ce qu'imaginent les gens. C'est vrai, les gens imaginent toujours le couteau ou le ciseau de la censure qui nous attend en permanence. En France, quand même, globalement, encore une fois, ça se passe plutôt bien, quoi. De rien. Merci beaucoup pour vos réponses. J'avais une question. Lors de la publication du livre sur François Hollande, un président ne veut pas dire ça, les journaux ont publié les bonnes feuilles et ça a fait énormément l'actualité, principalement sur quelques éléments. Le livre fait 500 pages et décrit une réalité qui est à la fois le travail du président et ses faiblesses, et c'est beaucoup plus compliqué et intéressant que ce qui a été sorti. Est-ce que vous ne trouvez pas ça frustrant? Finalement, tout ce travail, on ne retienne que quelques phrases. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi ce titre, du coup, aussi, qui peut-être encourage ce phénomène? Parce que, pour être tout à fait franc, on est coincé quand on fait des livres, on est plutôt éditeur. Tu sais, nous aussi, on est journaliste, mais on est aussi éditeur chez Fayard. On produit des livres, d'ailleurs, et j'espère que chez certains d'entre vous feront des livres.
on aide des jeunes auteurs à accoucher de livres quand on estime qu'ils méritent l'intérêt et rencontrer un bel éditeur. Donc, on est aussi éditeur et donc on sait qu'un livre, il ne sert à rien s'il ne rencontre pas son lectorat. Voilà, moi, c'est mon concept. C'est comme quand je fais les articles, je pense qu'il faut faire de la mise en scène pour que les articles soient lus et compréhensibles. Donc, un livre, c'est pareil. Donc, le titre, c'est très simple. C'est qu'un jour, François Hollande nous dit un président ne va pas dire ça parce qu'il nous avait dit un truc très intéressant avant et il dit je sais qu'un président ne va pas dire ça. On s'est dit c'est un titre génial. Je savais aussi, on savait en le trouvant que ce titre, il ne l'apprécierait pas. Mais on avait pire. Il avait dit aussi il se trouve que je suis président. Moi, j'avais très envie de mettre il se trouve que je suis président. Mais c'était encore pire comme effet d'image. Donc voilà, ce titre, on l'a choisi parce qu'on savait qu'il était commercialement intéressant et qu'il lisait les choses. Il y avait les deux aspects. Donc, après, sur le côté mise en perspective du bouquin, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on sait très bien, en allant chez Jean-Jacques, c'est ce qu'on a fait pour rendre le livre, pour le promotionner au départ, on a été chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC et on a vendu aussi, on a fait double page dans le Parisien, à la une. On savait très bien que ces médias-là, très puissants mais très populaires au bon sens du terme, retiendraient des passages qui leur paraissaient les plus saillants, les plus saignants. Et que donc ce serait au préjudice du livre qui fait 672 pages et pas 500. Donc grosso modo, il y a une dizaine de phrases qui ont été sorties de leur contexte, mais qui sont réelles et qui existent et qui ont donc déclenché une sorte de folie politique et médiatique autour de ce livre. Mais c'est vrai que quand on lit l'intégralité du livre, et aujourd'hui la preuve c'est qu'il est étudié dans les facs et dans les Sciences Po, c'est que le livre, il raconte, comme je crois, ça n'a jamais été raconté, de l'intérieur, la présidence de la République, les décisions qu'on doit prendre, la solitude qui est la sienne quand on est président. Ça raconte de l'intérieur quelque chose, c'est passionnant, ça a été passionnant à faire, un rêve de journaliste, et je crois que c'est passionnant à lire aussi. Et aujourd'hui, ce livre recueille, je crois, l'assentiment général à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le plus étonnant, c'est que c'est le principal concerné, François Hollande lui-même, qui nous l'a dit, en disant que le titre, il ne l'aimait pas du tout, mais que le livre, il le considère comme étant très intéressant. Et que même dans les séances de dédicaces qu'il fait lui-même pour ses propres livres, il y a des gens qui viennent avec notre livre pour le faire signer. Et lui, comme c'est un type qui a beaucoup d'humour, il signe notre livre. Donc voilà, on en est là. Donc c'est pour ça, c'est pour dire que il faut accepter la règle du jeu. Les médias, certains médias en France, simplifient parfois à outrance parce qu'ils estiment que les gens ne sont pas forcément en état ou en capacité de tout comprendre ou de s'intéresser. Parfois, ils ont tort, parfois, ils ont raison. Nous, on essaie de naviguer entre les deux. Merci beaucoup, Maëlys. Si tu veux prendre la parole pour poser ta question, je te laisse faire. Sinon… Oui, merci. Bonjour, je suis étudiante du coup à l'Académie ESJ Lille, donc je prépare les concours comme bon nombre de visiteurs. Du coup, j'avais une question par rapport au data journalisme. On en entend beaucoup parler et ça résonne beaucoup avec le domaine de l'investigation. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion, ou plutôt le privilège de parler avec Maxime Vodano, qui est journaliste au Monde, qui avait travaillé sur les OpenLux, qui avait décrit en fait tout le cheminement que ça avait été pour lui de recourir aux informations qui étaient déjà disponibles sur Internet. Et je voulais savoir, vous, en tant que journaliste d'investigation et de ce que j'ai compris du rapport que vous avez avec l'humain, parce que est-ce que l'humain, vous considérez que c'est le cœur de votre métier? Est-ce qu'il y a un ratio que vous effectuez entre vos recherches sur Internet, vos découvertes, et ce que les gens vous apprennent de vive voix? Et est-ce que vous-même, vous vous interrogez sur les nouveaux outils qui sont disponibles sur Internet? Super bonne question, Maëlys, et hyper intéressante. Je réponds parce que j'ai donné des cours un petit peu au début, mais Fabrice Margeon maintenant, et je fais passer les oraux à l'IJBA. Vous voyez l'IJBA, ce que c'est? Bordeaux. Oui, je viens de poster le chèque à l'instant à la poste. Et donc, pour ceux qui s'intéressent au data journalisme, il y a une école où aller, c'est l'IJBA, parce qu'il y a la spécialiste française qui travaille là-bas, qui s'appelle Raya Romanos, qui est vraiment une spécialiste absolue de tout ce qui est data journalisme. Il y a des cours très, 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 très pointus de data journalisme. D'accord. Alors, d'autres le font, je crois que le CFJ aussi s'y est mis, le ESJ aussi, mais là-bas, c'est une sacrée spécialiste qui bosse avec les meilleurs Américains. l'IJBA. l'IJBA, et pour les oraux, petit conseil, si tu vois les oraux là-bas à l'IJBA, si tu parles de data journalisme, tu seras bien reçu là-bas à l'IJBA. Super.
Donc, la question est plus large que ça, c'est que le data journalisme, oui, c'est évidemment un élément hyper important aujourd'hui du journalisme d'enquête. Et c'est un élément dans lequel Fabrice et moi, nous ne sommes absolument pas du tout à l'aise, il faut bien le dire. Moi, personnellement, Fabrice en parlera après, mais moi, ça passer trop de temps devant l'écran d'ordinateur à compulser, à classer, à répertorier, à rectifier des données statistiques, ça m'emmerde prodigieusement. Donc, mais une fois que j'ai dit ça, je sais à quel point c'est totalement aujourd'hui indispensable. Au monde, on a cette adéquation aujourd'hui qui est très bien faite entre les décodeurs, qui vous donnent un peu partie, les décodeurs qui adorent tout ce qui est statistique, etc. Et puis, l'enquête classique. Ce que moi je dirais, mais Fabrice complétera mieux que moi encore là-dessus, ce que moi je dirais, parce qu'on est à l'origine de la première grosse enquête, nous avec Fabrice, c'est l'affaire SwissLeaks, c'est que SwissLeaks n'aurait jamais existé si au départ, il n'y avait pas l'identification d'une source qui nous amène elle-même des données que nous sommes bien incapables de traiter et qui sont ensuite traitées en data journalisme à Washington et par le journal Le Monde avec les décodeurs. Donc, Fabrice va compléter, mais le data journalisme n'est rien si au départ, tu n'obtiens pas une information d'une source qui est toujours humaine. Toujours. C'est la base. Nous, c'est dans ce domaine-là qu'on est vraiment pas bon, mais qu'on est efficace depuis le temps. Data journalisme, c'est autre chose. Oui, en fait, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs formes. Il y a effectivement, on voit l'open data, entre guillemets, avec l'exploitation de sources existantes que tout un chacun pourrait consulter, mais sauf que personne n'est équipé pour le faire. Et avec des logiciels très performants et des journalistes très malins, on y arrive. C'est quelque chose qui, je pense, doit être développé. C'est quelque chose qui, objectivement, est formidable. Et c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas personnellement dans mon métier de faire. Parce que d'abord, j'en serais incapable, je n'ai pas les compétences techniques. Et surtout, j'aurais même un frein psychologique, c'est que je suis tellement obsédé, peut-être déformé, par l'idée que je suis là pour apporter de la plus-value et que moi, je suis là pour trouver ce que les autres ne peuvent pas trouver, notamment les gens. Sinon, je ne sers à rien. Ça me démotive, en fait. Mais par contre, je suis content d'autres qui le fassent. Donc, nous, on a réussi à toucher à ça, mais de manière intermédiaire, avec SwissLeaks. Pour résumer, c'était les fichiers de la banque HSBC Private Bank à Genève. Et on a réussi à récupérer l'intégralité des fichiers clients d'HSBC Private Bank. Donc, autant dire que ça faisait des centaines de milliers de noms dans le monde entier. Mais là, ce n'était pas quelque chose qui était disponible pour le public. Ce n'était pas de l'open data. C'était du data parce que c'était des données sur une clé USB assez importante avec une mémoire dingue. Mais par contre, personne ne pouvait la récupérer. Et pourquoi on l'a récupérée? Comme l'a dit Gérard, parce qu'on a cru identifier une source à juste titre. Ça a été compliqué. Il a fallu aller la voir, gagner sa confiance, etc. Gérard a fait un déplacement exprès, loin, etc. Et un jour, cette personne est venue nous voir en disant « Écoutez, je suis d'accord pour vous aider » et il nous a remis la clé magique. Et ensuite, on s'est retrouvé par contre là, bien démunis. Et là, notre nullité en termes de data a fait le reste. On était incapable de traiter tous ces documents. Il y en avait trop d'abord. Et puis, on ne savait pas les décrypter. Et c'est là qu'on a décidé d'abord de faire appel aux décodeurs. Mais même eux étaient submergés. Et on a fait appel à l'ICAJ, qui est donc un consortium d'investigation américain. Ça nous a fait un petit peu mal au cœur parce que, mine de rien, c'était nos infos qu'on a partagé avec tout le monde. Et quand on est journaliste d'investigation, ce n'est pas forcément naturel de partager, puisqu'on doit être les meilleurs, c'est normal, et il y a la concurrence. Mais il y a des fois, honnêtement, c'est génial, parce que du coup, on a une force de frappe, puisqu'on a publié en février 2015 des articles qui sont parus dans le monde entier, et ça, on est quand même, enfin, c'était fou, quoi, en se disant, mais c'était nos infos au départ, et ça fait un tel buzz phénoménal, donc c'est aussi satisfaisant. Donc voilà, donc globalement, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire du data. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est quand même, comme disait Gérard, qu'il y a encore ce côté humain de l'origine de la recherche, de la plus-value, etc. Mais il y a un nouveau genre maintenant, qui est l'exploitation des données existantes. Et honnêtement, sincèrement, ce n'est pas mon truc, mais je suis à fond pour. Et dans tous les cas, les deux genres de data, c'est l'avenir. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous êtes jeune, vous vous débrouillez très bien avec tout ça et continuez parce qu'il y a un gisement formidable. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question pour continuer. On voit que certains journalistes d'investigation, comme par exemple Élise Lucet, font peur. Pourquoi vous diriez que les gens continuent à vous parler quand vous interviewez des gens, quand vous cherchez à avoir des sources? Selon vous, pourquoi ils vous parlent alors qu'ils savent que vous avez une réputation assez saillante? C'est une bonne question, ça. Parfois, on n'a pas la réponse nous-mêmes, on se demande.
Ouais, c'est vrai que même pour le documentaire dont je parlais tout à l'heure, là, qui sera diffusé jeudi prochain, je me suis demandé pourquoi certaines personnes nous recevaient, objectivement. Parce qu'ils savent quelles questions on va poser et quelles réponses ils devront nous donner. Donc, du coup, je n'ai pas trop de réponses là-dessus. Je pense que nous concernant, et ce n'est pas pareil que pour Élise Lucet. Élise Lucet, c'est une personnalité très médiatique, très connue, qui incarne, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, une sorte de journalisme télévisuel depuis très longtemps. Nous, on est moins connus, et puis on arrive avec le sauf-conduit du monde, donc ça c'est très important, c'est-à-dire que certes c'est Davet et l'homme, on nous présente souvent comme Davet et l'homme, mais il y a le monde aussi derrière qui est une puissance énorme, énorme, c'est un réseau d'influence, c'est une puissance, c'est un média francophone hyper puissant et réputé partout. Du coup, les gens nous reçoivent aussi parce qu'on est le monde, voilà. Et donc et puis je crois, ça fait 30 ans qu'on fait ce métier, ils savent aussi qu'on fait le métier de manière, on n'a pas de casserole, quoi, comme on dit souvent, on fait le métier de manière clean, on s'est grillé avec plein de monde, mais pour des bonnes raisons, c'était pour l'information, pas pour avoir enregistré quelqu'un en loose day, pas pour avoir piégé quelqu'un, on bosse de manière très clean, mais de manière très abrasive. Voilà, oui. Peut-être dernier point, mais là c'est une conjecture, hein, mais peut-être, j'ai cru déceler chez certains de nos interlocuteurs, le côté un peu sulfureux qu'on peut avoir, ça peut un peu intriguer, intéresser, exciter même. Il y a même le côté, ces deux-là qui font peur à tout le monde ou qui emmerdent tout le monde, moi, j'ai pas peur, je vais les affronter. Hein. Donc, ça amuse, voilà, il y a ce côté-là. Il y a un exemple très précis qu'on a publié avec Fabrice, alors c'est pas nous qui l'avons écrit, hein, c'est 5 jeunes journalistes du CFJ qui ont écrit le livre, nous on l'a coordonné, cornaqué, dirigé. Eh bien, ce livre, il décrivait, il révélait ce qu'était l'islamisation en marche dans Seine-Saint-Denis, et à une époque où ce n'était pas encore du tout à la mode. Hein. Donc du coup, c'était compliqué d'en parler. Mais les gens de droite, nous on est plutôt issus d'un milieu de gauche, hein, le journalisme du centre-gauche, Le Monde, les gens de droite se sont dit, tiens, voilà 2 journalistes réputés de gauche, réputés anti-sarkozystes, à tort ou à raison, qui disent des choses qui sont plutôt censées appartenir au vocabulaire de la droite. Donc, ils se sont dit, tiens, et ça nous est arrivé souvent, les gens nous disent, tiens, mais vous avez eu, non pas le courage, mais vous avez l'honnêteté d'écrire ce qui se passait réellement quelque part, alors que ce n'était pas censé appartenir à la sphère intellectuelle à laquelle vous êtes censé appartenir. Donc, il y a aussi ça, cette espèce d'honnêteté intellectuelle qui, je crois, nous est reconnue. Exactement. Tu prenais tout à l'heure l'exemple de Jean-François Copé. Donc, Gérard le connaissait de longue date. Bon, très bien. Après, il se perd de vue, etc. Et puis, en 2014, explose l'affaire Big Malion. Et quand l'affaire Big Malion explose, elle est vendue, entre guillemets, notamment par Le Point, comme l'affaire Copé. Et tout le monde nous dit, à nous aussi, hein, c'est une affaire, Copé a volé l'argent de Sarkozy, pour résumer. Voilà. En plus, Copé, il a eu des photos dans une piscine avec Takedine, un intermédiaire sulfureux. Beaucoup de gens nous disent, vous savez, Copé, il aime bien l'argent. Donc, il y avait toute cette ambiance. Donc, nous, on avait un peu, pas un a priori, mais on se disait, il y a peut-être des choses à gratter. On s'est intéressé au dossier, on a regardé, on a cherché, on l'a interrogé, etc. Et on a fait des papiers pour le dédouaner, en fait. Pourquoi ? Pas pour lui faire plaisir, on s'en foutait, mais parce qu'on estimait qu'en fait, on pensait qu'on avait monté une cabale contre lui. Et donc ça, c'est vrai que Copé, qui n'est pas forcément notre tasse de thé idéologique, en tout cas pas celle du Monde, il a été un peu surpris, mais du coup, il a de l'estime pour nous maintenant. On ne recherche pas son amitié, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il sait, Jean-François Copé, même on peut écrire un truc qui va l'énerver, c'est possible, mais il sait qu'on va restituer sans avoir des œillères au départ. Voilà, on essaye vraiment de faire ça. Et je pense qu'au moins, ça nous est reconnu, même par des gens qui ne nous aiment pas forcément, mais se dire, bon, au moins, eux, si j'arrive à être convaincant, je peux peut-être les convaincre. Et c'est vrai d'ailleurs. Merci beaucoup, messieurs. Alors, j'aurais une question qui est en lien avec ce que vous dites tout à l'heure sur François Hollande et le fait qu'il vous ait parlé, même s'il savait que vous meniez des enquêtes qui étaient donc, comme disait Joséphine, saillantes. Moi, j'ai lu le livre de Jean-Pierre Jouyet, donc, qui est sorti en octobre, où il parle du fameux déjeuner entre François Fillon et lui. Et donc, il vous a… Je ne dis pas qu'il est très aimable avec vous dans le livre, mais en tout cas, voilà, il parle de vous et il dit que justement, vous auriez menti soi-disant, mais voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, vous enregistrez vos entretiens, donc vous avez des sources. Comment est-ce que François Hollande a pu vous faire confiance lors des entretiens que vous avez menés avec lui, alors que son secrétaire général avait ce différend avec vous à ce moment-là? Je n'arrive pas à comprendre. Alors que c'est un ami en plus de François Hollande, Jean-Pierre Jouyet, ils sont amis depuis longtemps. C'est une question, Tom. C'est son meilleur ami. Hein. Donc, on a bien vu une différence entre la façon dont François Hollande nous considérait avant la révélation de ce déjeuner et après.
On a été battu froid par l'Élysée pendant 3-4 mois. Il ne nous recevait plus dans son bureau. Enfin, c'était compliqué, vraiment très compliqué. Mais j'ai lu le bouquin de Jouyet, moi aussi, hein, et c'est intéressant parce que par rapport à ce qu'il dit sur Macron aussi, ça nous intéressait pour ce qu'on pouvait pas. Et donc, c'était intéressant, mais il raconte des cracks. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur ce fameux déjeuner, aujourd'hui, même la justice a établi que les propos de François Fillon étaient bien ceux-ci. Il faut exploser Sarkozy. Et d'ailleurs, dans le documentaire du 11 mars, vous en aurez des éléments très concrets. Et par ailleurs, l'enregistrement des propos, puisqu'on fait toujours comme ça, on ne triche jamais. Jean-Pierre Jouyet est quelqu'un que, quand on a accès à lui, on sait qu'on aura une véritable franchise parce que c'est quelqu'un qui dit les choses sans se protéger. On a posé les dictaphones, on les a montrés, on enregistre, comme d'habitude, comme avec François Hollande, et il nous a parlé de ce qui s'est passé. Et ensuite, avant, on avait déjà eu une information, nous venons du camp Fillon, nous disant que ce déjeuner avait eu lieu et que voilà ce qui était dit. Il nous le confirme, donc ce n'est pas une source, mais un témoin au déjeuner qui nous confirme. Et enfin, pour clore le tout, il y a François Hollande qui nous confirme ce qui s'est dit à ce déjeuner, puisqu'il nous raconte, oui, Jean-Pierre Jouyet est venu me voir, etc. etc. Donc, et c'est enregistré. Donc, si vous voulez, on est plus que béton là-dessus. Simplement, Jean-Pierre Jouyet est un type gentil, affable, sympathique, qui n'est pas équipé pour naviguer dans ces eaux troubles-là, et qui a eu 10 000 coups de fil de François Fillon, lui disant, Jean-Pierre, il faut que tu démontes. Voilà, et c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Mais François Hollande nous en a voulu. Hein. Voilà, mais il nous en a voulu, mais il a continué à nous voir malgré tout parce qu'il pensait, peut-être qu'il a pensé que son secrétaire général et ami avait peut-être été imprudent et que ce n'était pas notre faute, premièrement. Je pense qu'il a cru en notre bonne foi, il avait raison parce qu'on était de bonne foi. Et deuxièmement, il a vu aussi son intérêt, il croyait voir son intérêt en nous voyant toujours parce qu'il pensait que le livre lui serait favorable, ce qui n'a pas été le cas, mais c'était du moins son espoir. Donc son intérêt, c'était aussi de continuer à nous voir malgré tout. Très bien, merci beaucoup. Pardon. Tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il y avait une certaine compétition entre les différents journalistes d'investigation embauchés par des médias opposés au Monde. Et justement, ma question est la suivante. À l'heure où les informations défilent à une vitesse fulgurante, quelles évolutions constatez-vous dans vos travaux d'investigation? Est-ce que ce n'est pas plus compliqué de faire des enquêtes aujourd'hui qu'il y a 20 ans, notamment par rapport à une course à l'information? Est-ce que parfois vous ne vous retrouvez pas dans des situations où votre équipe, donc je dis votre équipe, votre duo plutôt, et des confrères sont dans une situation comparable à la vôtre et vont sortir un papier avant vous? Comment vous jugez cette course à la première personne qui va sortir l'exclusivité sur une affaire? Oui, tu as raison dans ta question, c'est que le journalisme a évolué de ce point de vue-là. On voit qu'il y a plus de concurrence. On voit surtout qu'aujourd'hui, c'est tout bête, mais on a une information, on peut la publier en 5 secondes. Alors que nous, on a connu une époque, c'est quand même pas le Moyen-Âge, hein, où tu avais une information, il fallait attendre que le journal soit imprimé. Donc, il y avait plus de temps entre le recueil de l'information et sa publication. Nous, la réponse qu'on a trouvée par rapport à ça, c'est qu'on a pris du recul parce qu'on pense que cette course à l'échalote est très dangereuse. Parce que si tu veux dégainer le plus vite possible, on voit bien ce qui se passe. Le risque de ne pas avoir vérifié assez, etc. On a eu quelques expériences de ce point de vue-là on est passé tout juste et on s'est dit non, on ne veut plus être dans cette course-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pas de côté, on choisit nos sujets à nous, où on est à peu près sûr soit d'être seul, soit de travailler de telle manière que les autres n'auront jamais tout ce qu'on a, parce qu'on va prendre justement plus de temps. Donc, nous, c'est notre réponse à ça, parce que c'est vrai que le risque, c'est c'est la course à l'échalote, c'est le premier qui a la petite info, etc. Et là, il y a des bêtises. Et il y a régulièrement des bêtises, c'est-à-dire pas forcément des choses complètement fausses, mais des imprécisions. Donc, pour limiter l'imprécision, nous, notre seule réponse, c'est prendre plus de temps et ne pas forcément se jeter avec la meute sur les mêmes informations. Voilà. Ce n'est pas une réponse parfaite, mais c'est celle qu'on a choisie. C'est très dangereux pour les jeunes, les futurs journalistes qui sont là. Il y en a plein qui font de l'enquête, hein, peut-être, j'espère en tout cas. J'espère qu'on donne envie un peu. C'est vraiment ce qu'on aime, nous, c'est transmettre aux jeunes l'envie de nous succéder, de nous remplacer. Pas tout de suite, mais à terme. L'idée, c'est que c'est vraiment très, très dangereux, cette course à l'échalote, d'aller trop vite. Rappelez-vous je donne souvent cet exemple-là, parce que c'est un type en plus que l'on aime bien, qui est vraiment intelligent et intéressant, Hugo Clément. Hugo Clément, il a balancé un tweet un jour sur Macron en visite en Afrique,
disant sa voiture a été prise à partie, il a reçu des cailloux, on ne sait pas où est le président. En gros, c'est ça le tweet. Hein. Évidemment, émoi général en France, quoi. C'était sur la base d'une seule source, et avec la force de ses millions d'abonnés, Hugo Clément, il fait tout de suite l'actualité. Et donc, c'était faux. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pareil, je crois, il y a un autre qui s'appelle Taha Bouafs, qui n'a rien à voir avec Hugo Clément. Hein. Taha Bouafs, qui pratique un journalisme que l'on apprécie moins avec Fabrice, hein, ce n'est pas un secret. Il a balancé un tweet aussi, je crois que c'était un tweet, hein, disant qu'il y avait eu un mort à la Pitié-Salpêtrière ou je ne sais plus quel endroit à Paris lors d'une manifestation. Bon, c'était faux, il n'y avait pas eu de mort. C'était sur la foi d'une information non recoupée, je crois. Et donc, du coup, c'est super dangereux. On en revient au réseau. Donc, c'est super dangereux. Et face à ça, nous, on n'a qu'une seule réponse. Et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir donner cette réponse-là grâce au monde, c'est de prendre du recul. On s'est réinventé plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a été longtemps dans la compétition avec Mediapart. Moi, j'étais dans la compétition contre Fabrice quand il était à Mediapart. Donc déjà, c'était chiant. Ensuite, il est venu au Monde, on était dans la compétition contre Fabrice Arfi et consorts à Mediapart. Et puis, on s'est rendu compte que c'était une course à l'échalote dangereuse et vaine. Donc, on a pris du recul avec Fabrice et on s'est dit, on va se mettre vraiment à fond dans l'enquête politique parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je pense qu'on va se réinventer. C'est-à-dire qu'on a signé le scénario d'un film politique, on a fait un documentaire politique, on a écrit une pièce de théâtre politique, on fait une BD politique et on prépare un livre politique. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'on se réinvente tout le temps dans plein d'univers parce que ça peut aussi vous donner envie, à vous les jeunes, c'est que le journalisme, pour ceux qui sont en France, c'est un univers, souvent j'utilise cette expression, mais elle est vraie, c'est la vie en cinémascope, quoi. C'est-à-dire que tout est possible, quoi. Tout est open, il y a plein d'endroits où on peut s'éclater grâce à ce métier. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, je pense que ce sera la dernière question parce qu'on va aussi après vous laisser aller dîner. Donc, j'avais une question par rapport à vos prochains travaux, votre prochain ouvrage. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez fait depuis votre livre sur François Fillon l'année dernière. Et bien sûr, on ne veut pas forcément d'exclus, on comprend, mais savoir un petit peu ce que vous faites et sur quel thème ce sera, ça nous intéresserait beaucoup. Donc, si vous voulez échanger avec nous là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, alors bon, on va pas tout dire, d'autant qu'on nous-mêmes, on ne sait pas encore tout. Donc, mais on sait à peu près où on va. En fait, on est parti d'un principe, on ne fait pas exprès, mais depuis Sarkozy, en fait, on s'aperçoit qu'en fin de quinquennat, sans qu'on l'ait vraiment mesuré au départ, on arrive à faire un livre sur le quinquennat qui s'est déroulé. Donc, on l'a fait sur Sarkozy, on en a beaucoup parlé sur Hollande. Macron, on va faire un livre sur le quinquennat Macron. Alors simplement, et c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est que ce sera très différent de ce qu'on a fait jusqu'alors, des autres livres. Déjà, on a bien compris, ça ne peut être que l'opposé de Hollande, puisqu'il l'a dit lui-même, hein, il a même théorisé sa communication en prenant comme contre-exemple ce qu'on a fait avec Hollande. Il l'a dit à son entourage, à tout le monde. Voilà, ce qu'a fait Hollande avec les journalistes du Monde, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je ne ferai jamais ça, d'où la distance avec les journalistes, etc. Bon. Mais tant mieux, parce que nous, pas seulement Gérard et moi, mais les journalistes, ça nous oblige justement à nous réinventer. Donc, ça veut dire que par rapport au quinquennat Macron, on voit bien que autant le quinquennat Hollande, on l'a traité avec comme fil rouge les confidences, les confessions, comme on veut, tout au long du quinquennat du premier acteur, c'est-à-dire François Hollande, et bien là, ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas ça. Donc, on va faire différemment. On avait traité Sarkozy de manière différente aussi, parce qu'il ne voulait pas trop nous voir. Et on avait cru détecter quelque chose d'important, c'est qu'il avait tendance à sanctionner les gens qui étaient contre lui. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un de très clivant, hein, qui est super sympa et adorable avec les gens qui l'aiment bien et qui peut être très dur avec ceux qui ne l'aiment pas. Donc, on avait choisi cet angle des victimes du sarkozysme dans tous les univers qui parlaient. C'était un angle. Bon, voilà. Et ben, Macron, ce sera encore autre chose. Donc là, on est encore en phase d'élaboration, c'est en train de mûrir, etc. Mais comme toujours avec nous, il y aura forcément des déclarations, il y aura des interviews, il y aura des documents, il y aura des faits, il y aura, voilà, il y aura plein de choses. Est-ce qu'il y aura du Macron dedans? Forcément, mais de quelle manière, on ne sait pas encore. Donc, suspense, mais je vous dis, on est en gestation encore. On est en gestation, mais vous pouvez vous attendre à ce que à la fin de l'année, a priori, avant la fin de l'année, il y aura un livre, puisque tout le monde sait qu'un quinquennat aujourd'hui dure en réalité 4 ans, hein, puisqu'en gros, après l'été de l'année précédente, c'est fini, c'est les élections. Hein, on l'a vu sous Sarkozy, on l'a vu sous Hollande. Le quinquennat Macron, c'est pas lui faire préjudice, il n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Le quinquennat Macron s'arrêtera à peu près à la rentrée 2021. Hein, c'est comme ça, tout le monde sera dans la
perspective des présidentielles. Il n'y aura pas de réforme importante, et sans compter le Covid qui a tout gelé. Donc, c'est un quinquennat à part. On essaiera de faire un livre à part. Et d'ici là, il y aura la semaine prochaine, je pense, des enquêtes dans le monde liées à l'affaire Big Malion, complémentaires du complément d'enquête qu'on fait. Et je pense que cet été, on fera aussi une série, on va voir, pour le journal toujours, série d'enquêtes. On ne sait pas encore trop sur quoi, mais je pense que ça tournera autour de Macron aussi. Donc voilà, vous n'êtes pas complètement débarrassés de nous. D'accord, merci beaucoup. Donc, je vais passer à la conclusion de cette visioconférence. Merci beaucoup pour vos interventions réellement passionnantes. On a pu échanger sur des thèmes très divers et je pense que tout le monde est très content de ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Alors, on a hâte de vous lire dans les prochains mois, si on a bien compris, et on espère pouvoir vous recevoir en présentiel pour présenter votre livre à Sciences Po Lyon à la rentrée, pourquoi pas. Alors, j'en profite pour faire un peu la promotion de Place de débat et des événements qui arrivent. Donc, lundi 8 à 18h, nous aurons une conférence sur la crise politique en Birmanie. Nous recevrons Thibaut Barra, qui est chercheur au Center for Economics and Social Development. Alors, il sera intéressant d'avoir son avis sur la crise. Et jeudi 11 mars, juste avant votre fameux documentaire, nous recevrons Juan Branco pour évoquer le thème de la reproduction sociale. Alors, on aura d'autres conférences d'ici les mois qui arrivent. On aura notamment Jacques Attali, Damien Abad et Jean-Yves Le Gall également. Donc, restez connectés sur nos réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations. Messieurs, je vous remercie une nouvelle fois et je vous souhaite bon courage pour la suite de vos travaux et à bientôt sur Place au débat. Merci pour l'invitation. Pour nous, c'était un plaisir. J'espère qu'on vous croisera, certains d'entre vous, au hasard de nos pérégrinations. Et puis surtout, pour ceux qui veulent être journalistes, lâchez rien parce que ce métier, c'est quelques galères, mais quand même pas mal de plaisir. Et puis, il y a une chose toute bête, c'est que la qualité des questions, sincèrement, d'abord, ça nous donne envie de revenir, vous voir vraiment, parce qu'on fait beaucoup de conférences. Donc, vraiment, moi, j'étais frappé par la qualité des questions, qui sont vraiment des questions de journalistes, en fait, pas des questions d'étudiants. Donc, pour nous, même, c'est plus intéressant. Et du coup, c'est assez prometteur, parce que savoir, c'est tout bête, savoir poser des questions intelligentes, ça fait vraiment partie du rôle du journaliste. Donc, continuez comme ça, et j'espère qu'on se reverra physiquement dans un autre contexte sanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir.